C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Donc, tels furent les propos de Neil Armstrong lorsqu'il a marché sur la Lune. Effectivement, cette première étape a ouvert plus tard pour l'humanité un nouveau domaine d'exploration. Rêvons ce soir d'ouvrir également une nouvelle ère d'exploration écologique, ceci pour une protection optimale de la biodiversité forestière d'Afrique centrale. Le second pas pour l'humanité sera en fait que chacun prenne conscience de ses propres capacités à convaincre, et non seulement à convaincre, mais également à agir afin de protéger la planète. Donc, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à cette conférence sur les perspectives pour une protection optimale de la biodiversité forestière d'Afrique centrale. Donc, je me nomme Sabine Ndingue Amoa. Après avoir achevé les propos introductifs, je ferai la modération de la conférence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultante juridique et présidente de l'association Asprobio AGM. Donc, Asprobio AGM, ça désigne l'association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs. Donc, c'est une association loi 1901 qui sensibilise la protection de la biodiversité, les changements climatiques. Donc, nos activités de sensibilisation englobent des revues, des ateliers de sensibilisation, des conférences, à l'exemple de cette conférence à laquelle vous prenez part aujourd'hui. Donc, cette conférence est organisée en collaboration avec une autre association, la JAE, la Jeunesse africaine pour l'environnement. C'est également une association loi 1901. Elle édite la revue pluridisciplinaire africaine pour l'environnement. Elle organise des conférences telles la journée Femmes africaines et environnement qui a eu lieu au mois de mars dernier. Donc, sa présidente est Chancia Tremoulier Ivala, la 5e intervenante de cette conférence. Donc, nous sommes actuellement en pleine conférence des parties. C'est la 28e conférence internationale sur les changements climatiques et elle se tient à Dubaï. Dans la conférence de ce jour tombe ainsi à pic, en plein cœur des négociations sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des énergies fossiles. Dans la conférence de ce jour, c'est la conférence de clôture d'un cycle de conférences entamé au mois de décembre 2022 qui s'est poursuivi au mois de mai 2023. Au cours des 2 précédentes conférences, nous avions passé en revue les enjeux et les défis qui entourent la protection de la biodiversité forestière d'Afrique centrale. Donc, au mois de décembre 2022, Donc, au mois de décembre 2022, certains enjeux, dont l'enjeu, c'est ce qui est susceptible d'être perdu si les solutions de protection ne sont pas pérennes, durables. Donc, certains enjeux avaient été soulevés. Donc, nous avions soulevé les forêts, exemple la forêt du bassin du Congo, les aires protégées diverses. Dans les exemples qui avaient été pris étaient les 5 complexes d'aires protégées transfrontalières créés sous la coordination de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, dont nous avions cité loterie nationale de la Sangha, qui englobe 3 pays, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo. Nous avions cité loterie nationale Dia Odiala Mikembe, qui englobe également 3 pays, le Cameroun, le Gabon et le Congo. Nous avions cité le binational Mayumba Konkwati, qui englobe le Congo et le Gabon, le binational Lac Télé, Lac Tumba, qui englobe le Congo et la République démocratique du Congo, le binational Sénaoura Boubadida, qui englobe le Cameroun et le Tchad. Donc, au mois de mai 2023, les défis, les obstacles qui avaient été soulevés étaient les défis environnementaux, les défis politiques, les défis juridiques, les défis liés à l'application des accords et conventions internationaux. Donc, parmi les défis environnementaux, nous avions cité la déforestation, les aires protégées à préserver. L'instabilité politique faisait partie des défis politiques. Donc, dans les défis juridiques, nous avions cité l'absence des textes récents dans certains cas. Les bienfaits de la forêt, de la biodiversité forestière en Afrique centrale sont nombreux. Donc, je vais m'attarder ici sur 3 apports primordiaux des forêts d'Afrique centrale. Donc, nous avons l'amélioration de la santé mentale, les remèdes naturels qu'elles procurent,
le bois de chauffage et le bois pour les constructions. Donc, concernant l'amélioration de la santé mentale, diverses études scientifiques ont déjà démontré que les bains de forêt améliorent la santé mentale des individus souffrant en général de dépression. Donc, les sorties en milieu naturel forestier permettent de profiter des bienfaits de la nature. Donc, en Afrique centrale, les promenades en forêt sont une source de relaxation, d'apaisement. Aussi, entend-on fréquemment dire « je vais me ressourcer au village », car les villages possèdent plus de forêts que les villes. Donc, concernant les remèdes naturels, les forêts en Afrique centrale regorgent de remèdes naturels aux vertus exceptionnelles. Je prendrai ici l'exemple du thé de Kargazok ou kombucha. Donc, c'est une plante aux propriétés diverses. Donc, ses propriétés sont entre autres la purification du sang, ça raffermit les muscles des jambes, ça traite la transpiration des pieds, ça traite les douleurs articulaires et dorsales, ça diminue le risque de calcul biliaire et de maladies du foie. Donc, la liste des propriétés de cette plante est loin d'être exhaustive. Mais bien sûr, comme tout médicament, comme tout remède, cette plante a des effets secondaires. Donc, quelques risques d'effets secondaires demeurent pour les dents, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. Le bois de chauffage, encore appelé bois de feu ou bois à brûler, est utilisé entre autres comme combustible pour la cuisson des aliments. Et le bois pour les constructions est utilisé entre autres pour l'édification des bâtiments. Donc, le bois exotique Bubinga, de son nom scientifique Gibotia tesmani, peut être cité comme exemple de bois pour les constructions. Donc, il est possible d'en trouver près de la ville de Bolova, au Cameroun. Donc, c'est une essence très recherchée pour la fabrication des meubles de luxe. Sa résistance à l'humidité, aux champignons, aux insectes de bois sec et aux termites contribue à son prestige. Donc, afin d'envisager de manière pragmatique les solutions, les perspectives durables pour une protection optimale de la biodiversité forestière d'Afrique centrale, la question primordiale est la suivante. Les effets du changement climatique faibliront-ils en Afrique centrale? Donc, point d'interrogation. Au vu des sécheresses intempestives durant les saisons sèches, des inondations grandissantes au cours des saisons de pluie, la réponse, à l'évidence, la réponse est non. Donc, non, les effets du changement climatique ne faibliront pas en Afrique centrale. Il est primordial de trouver des solutions durables afin que la forêt, la biodiversité forestière d'Afrique centrale survivent. Donc, les modèles économiques, les modèles sylvicoles, les modèles judiciaires qui entourent la biodiversité forestière d'Afrique centrale doivent être repensés, améliorés afin d'éviter leur dégradation, notamment face au changement climatique. Donc, au cours de cette conférence, nous aurons divers intervenants. Donc, nous aurons Patrick Hubert qui vient de nous rejoindre, vice-président de l'Association Humanité et Biodiversité, avocat associé chez ORI qui interviendra sur le thème commerce vert du bois, concurrence et protection des forêts. Donc, Maître Patrick ne pourra pas rester jusqu'à la fin de la conférence, ce qui fait que 2 ou 3 questions lui seront posées avant de poursuivre la conférence. Donc, Hervé Bayamupunga, docteur en foresterie locale, enseignant-chercheur à l'Université de Lumumbashi, République démocratique du Congo, développera le thème lié à la diversité des forêts, un atout pour leur protection. Alain Karsenti, économiste, chercheur au CIRAD, mettra en exergue les nouvelles perspectives pour la lutte contre la déforestation. Donc, par la suite, l'aspect judiciaire sera exploré par Chancia Tremoulier Ivala, juriste président de l'association JAE, Jeunesse africaine pour l'environnement. Donc, le thème sera le rôle du juge dans la protection des forêts d'Afrique centrale. Donc, s'en suivront ensuite les échanges avec les participants. Donc, merci pour votre attention et merci une fois de plus pour votre participation à cette conférence. Donc, je vais présentement passer la parole à Patrick Hubert qui nous entretiendra sur ce qu'il a pu trouver concernant ce thème. Merci. Merci Sabine. Alors effectivement, je peux rester très peu de temps, j'en suis désolé. Alors, je voudrais dire quelques mots sur l'importance évidemment de ce sujet pour commencer. La protection de la forêt, c'est à la fois un enjeu de biodiversité et un enjeu de lutte contre le réchauffement climatique, compte tenu du fait que les grandes forêts sont un puits de carbone. Et évidemment,
Le bassin du Congo est tout à fait important sur ces deux points. C'est un puits de carbone gigantesque, c'est la deuxième finalement forêt tropicale du monde après l'Amazonie en surface, et c'est également un hotspot de biodiversité. Il y a on compte 1000 espèces d'oiseaux, 10 000 espèces de végétaux supérieurs. C'est clairement un endroit tout à fait important. Donc protéger cette ressource, c'est d'un intérêt mondial pour l'humanité. La question, c'est comment est-ce que cet intérêt mondial pour l'humanité se combine avec l'intérêt local, l'intérêt des pays concernés, l'intérêt des populations concernées. Est-ce qu'il y a une opposition d'intérêts? Est-ce qu'il y a un alignement d'intérêts? Sur le très long terme, il y a certainement un alignement d'intérêts. Aucun État, aucune population n'a intérêt à la disparition de cette ressource considérable pour l'humanité. Mais évidemment, à court terme, c'est plus compliqué, parce que la protection ne rapporte pas grand-chose, voire rien du tout, alors que la déforestation produit des revenus légaux ou des revenus illégaux dans le secteur informel. Elle produit des revenus. Donc il y a évidemment un déséquilibre considérable dans une économie de marché entre l'intérêt de long terme, l'intérêt supérieur, l'intérêt mondial et l'intérêt de court terme et l'intérêt local, vu en tout cas sous l'angle de court terme. Et donc, comment surmonter cette difficulté? C'est une question qui est évidemment très compliquée. Les pays concernés officiellement ont des politiques de protection. Ils ont généralement adhéré aux grands instruments internationaux, ils ont des codes de l'environnement. Donc on ne peut pas dire que les pays concernés aient des politiques qui soient par leur nature même hostiles à la protection de la forêt. Le problème, c'est qu'elles sont mises en œuvre avec beaucoup de difficultés, que les moyens dont disposent les États sont extrêmement limités, et finalement les pressions économiques en faveur de la déforestation sont d'une telle intensité que leur ordre de grandeur est considérable par rapport aux moyens et aux incitations, finalement. Ce n'est pas seulement une question de moyens de la part des États, c'est aussi une question d'incitation qui sont extrêmement faibles. Et donc, je pense que c'est ça le sujet auquel tout le monde est confronté, et qui est évidemment un sujet très difficile, mais ça ne veut pas dire que rien n'est fait, que rien ne peut être fait. Alors, qu'est-ce qui est fait? Alors, il y a d'abord des instruments internationaux qui ont permis de protéger certaines zones. Les sites remarquables du patrimoine mondial de l'humanité, il y en a quelques-uns dans ce bassin. Et non seulement ils ont fait l'objet d'une protection juridique théorique, mais notamment en République démocratique du Congo, dans les zones troublées, que l'on sait, les Nations Unies ont quand même mis en place une politique spéciale pour aider à la protection des zones protégées en période de conflit. Mais on voit, évidemment, c'est une politique qui est limitée géographiquement à ces quelques aires et dont l'efficacité est difficile à mesurer. Alors ensuite, il y a un autre grand mécanisme onusien qui est le mécanisme REDD+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc c'est un mécanisme dont la logique est assez claire et assez pertinente par rapport à la problématique que je viens de présenter, puisqu'en gros, ça consiste à trouver des financements, à procurer des financements d'origine internationale en échange de la conservation du couvert forestier. Alors, ça suppose des accords bilatéraux. Je pense que bon nombre des États d'Afrique centrale ont adhéré au mécanisme REDD+. La difficulté, c'est d'abord évidemment la lourdeur des mécanismes onusiens, et puis l'autre difficulté, c'est que ces financements ne sont probablement pas à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire que, je reviendrai en conclusion, mais c'est évidemment une question fondamentale. Bon, autre mécanisme, le règlement européen FLECT,
Alors là, c'est différent. D'abord, c'est différent parce que c'est européen et pas mondial. Et c'est différent aussi par la mécanique qui est à l'œuvre. Donc, lui aussi, ce règlement, pour être appliqué, suppose des accords bilatéraux. Il a commencé avec l'Indonésie, hein, et c'est là que l'expérience, avec l'Indonésie, que l'expérience est la plus longue. La logique, c'est que grâce à l'aide de l'Union européenne, des politiques de protection du couvert forestier internes sont mises en place par les États. Et en contrepartie, les bois importés de ces États sont présumés licites. Et donc sont présumés répondre à ce qui existe par ailleurs, hein, dans le droit de l'Union européenne, c'est-à-dire l'interdiction d'importer des bois dont l'origine serait douteuse au regard de la protection de la forêt. Donc, politique interne, mise en place par l'État qui a signé un accord bilatéral, avec un soutien, et si cette politique est bien mise en place et fonctionne, eh bien les bois sont présumés licites, donc il y a un avantage commercial qui est donné en contrepartie de ces engagements. Alors là aussi, c'est assez critiqué, l'efficacité est mise en doute, et notamment en Indonésie, puisque c'est là qu'on a le plus de recul. Il est probablement tôt pour se prononcer sur tout cela, mais on voit bien qu'en fait, on a en théorie la solution. La solution, elle consiste à apporter des financements dont l'importance, dont le volume doit être supérieur à ce que les populations et les États retirent par l'exploitation illégale. Ça, c'est la solution économique. Alors, en fait, l'instrument, il n'est pas le seul à être. Ces instruments financiers ne sont pas les seuls à être envisageables, parce que si la répression de la déforestation illégale fonctionne, en fait, il y a une double incitation à ne pas pratiquer la déforestation. Il y a l'incitation juridique, la peur de la sanction, et puis il y a l'incitation économique, il y a des flux financiers qui peuvent venir de la communauté internationale pour récompenser finalement la protection. Donc au fond, la solution théorique, elle existe. Le problème, c'est la dissymétrie considérable entre les flux financiers provenant de la déforestation et les flux financiers provenant de ces instruments, ceux qui existent ou ceux qu'on pourrait concevoir. Hein. Et cette dissymétrie, elle est structurelle, parce que la déforestation illégale, elle repose sur des acteurs privés. Si elle est vraiment illégale, ce sont des acteurs informels, mais enfin, ils sont privés. Et ce sont donc des mécanismes de marché, avec toute la puissance qu'on connaît du côté des mécanismes de marché, alors que ces schémas de compensation sont des schémas à financement étatique, finalement, bon, financés par la communauté internationale, donc prioritairement par les pays les plus aisés. Mais au fond, l'expérience montre depuis longtemps, et on le voit bien en matière climatique en général, hein, que il y a des équilibres de force considérables entre des financements étatiques et puis la force de l'économie de marché, qu'elle soit légale ou qu'elle soit illégale. Et donc, au fond, c'est bien joli d'avoir des réponses théoriques, mais malheureusement, elles ne semblent pas être à la hauteur des enjeux. Et il faut donc peut-être réfléchir aussi à des mécanismes qui mettent l'économie de marché à contribution. Alors, en matière de carbone, on voit quand même les choses se mettre en place avec une efficacité qui est très insuffisante, mais tout de même avec les crédits carbone. Et donc, on peut imaginer un système beaucoup plus privé où les propriétaires, entre guillemets, de la forêt, hein, quelle que soit la nature juridique de cette propriété, eh bien, peuvent vendre des crédits carbone à des entreprises qui en ont besoin et qui ont les moyens d'acheter ces crédits carbone, qui en ont besoin parce qu'elles émettent du carbone, par exemple. C'est évidemment le cas classique
d'utilisation de ces crédits. Donc là, on a quand même, en théorie, la possibilité de brancher le secteur privé et d'alimenter ces instruments financiers par de l'argent qui vient du secteur privé, avec des incitations probablement beaucoup plus fortes. Mais c'est aussi attrayant que ce soit, on est bien obligé quand même de constater que l'efficacité, même quand on regarde, on se désintéresse de la forêt, qu'on regarde uniquement la question du carbone, telle qu'elle est discutée à la COP 28 aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, ces instruments-là, même en laissant de côté les problèmes des locaux, les problèmes du secteur informel, etc., même en les regardant là où ils sont le plus faciles à mettre en œuvre, ils sont pour l'instant insuffisants. Donc, il y a évidemment des efforts considérables qui doivent encore être faits. Je crois que j'ai dépassé mon temps, hein, Sabine, donc je m'arrête. On ne vous entend. Moi, je ne vous entends pas, Sabine. Ouais, j'avais coupé mon voilà, micro, j'avais coupé mon micro. Ce n'est pas grave, Patrick. Merci pour votre petite contribution. Donc, je ne sais pas si Saïd Mohamed a une question à poser à Patrick, je ne sais pas. Bon, apparemment, il n'est pas là, il s'est un peu éloigné. Bon, Patrick, moi, j'ai une question à deux volets à vous poser. J'ai bien suivi vos tentatives de proposition pour les financements. Mais bon, René Dumont, par exemple, un ingénieur agronome français, en 1962, dans son ouvrage qui a fait scandale, L'Afrique noire est mal partie, il décrivait les handicaps, les problèmes de décolonisation de l'Afrique, de corruption. Donc, nous sommes en 2023, 61 ans plus tard, une soixantaine d'années après les indépendances. Avec les pratiques illégales qui prennent toujours le pas sur les pratiques légales, notamment dans le commerce du bois en Afrique centrale. Est-ce que vous pensez que l'Afrique noire, est-ce qu'on peut encore dire au jour d'aujourd'hui que l'Afrique centrale est mal partie? Est-ce que le discours qu'il nous a tenu dans son ouvrage, L'Afrique noire est mal partie, tient encore en 2023? C'est une question très profonde qui dépasse largement mes compétences. En tout cas, moi, ma réaction spontanée, c'est que il n'est jamais trop tard, qu'on observe quand même sur le continent africain en général des zones de croissance économique forte qui coexistent avec des zones en complète déshérence. Donc, il n'y a pas de fatalité. Mais il me semble que le problème aujourd'hui se pose dans des termes un peu différents et peut-être plus sérieux, en fait, encore qu'à l'époque de René Dumont, parce que, au fond, quand on regarde l'histoire économique des 50 ou des 60 ou des 70 dernières années, bon, on s'aperçoit qu'il y a quand même dans le monde des zones qui ont décollé prodigieusement. Alors, il n'y en a pas énormément en Afrique, mais il y en a ailleurs. Bon. Et donc, pendant un certain temps, on pouvait se dire que ces zones peuvent servir de modèle, que l'Afrique centrale notamment, eh bien, imite l'Asie du Sud-Est, qu'elle imite la Chine, qu'elle imite le Brésil. Mais c'est vrai que la montée justifiée des préoccupations environnementales rend l'équation très difficile, parce que tous ces pays qui ont décollé au prix d'un coût environnemental considérable, au prix d'une pollution urbaine considérable, au prix de construction d'infrastructures qui ont mis en cause, qui ont détruit des pans entiers, des paysages, des forêts, etc. Et donc, effectivement, si on se dit que l'Afrique centrale, notamment, qui n'a pas réussi pour le moment un vrai décollage économique avec ses méthodes traditionnelles, doit maintenant penser à réaliser ce décollage économique tout en protégeant l'environnement comme personne d'autre ne l'a fait avant, là, effectivement, on est face à une difficulté absolument colossale, qui demande des moyens, mais qui demande sans doute aussi énormément d'imagination, énormément de vision, et effectivement, les structures politiques et les structures économiques locales sont-elles à la mesure de ces enjeux, et la capacité, la volonté de l'économie de la communauté internationale sont-elles là? Je crois qu'on peut se poser vraiment très sérieusement la question. C'est une question inquiétante, angoissante.
mais qui ne doit pas, je pense, nous désespérer. Donc, ok, merci Patrick pour votre contribution. Merci Patrick. Donc, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Mbaya qui va nous faire sa présentation si c'est possible. Merci. Merci Madame Amoa pour la parole. Je voudrais savoir si vous recevez mon écran en partage. Oh, oui, ça s'affiche. Ok, voilà, je peux. Et vous me recevez sous le son, c'est bon? Oui, c'est bon, ça, on arrive à lire, c'est bon. Ok, d'accord. Je veux donner une communication qui porte sur la diversité des forêts, un atout pour leur protection. Je suis Hervé Mbaya Moukouma, professeur associé à l'Université de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, depuis Lubumbashi. Alors, je vous remercie, Madame Sabine, de m'avoir associé à cette conférence afin d'échanger sur les questions de l'heure et les enjeux qui en découlent. D'emblée, je pense que les éléments constitutifs de la diversité biologique des forêts sont notamment les formes de vie existantes, leur rôle écologique et leur diversité génétique. Quand on parle de biodiversité, on voit aussi les espèces végétales, les espèces animales qui résident dans le sol, dans le sous-bois et dans la canopée. Et actuellement, depuis mai 2010, on dénombre plus de 3 millions, de 3 millions à 100 millions d'espèces estimées de biodiversité à travers le monde. Donc, ça continue à être compté. Alors, la biodiversité permet aux espèces de s'adapter aux conditions climatiques, environnementales et autres qui changent chaque année. Et ça permet aussi à ces espèces de maintenir leur possibilité de se reproduire et aussi les arbres de s'améliorer. Et ça permet aussi de favoriser certaines fonctions de l'écosystème. Alors, quelles sont les catégories des forêts qui existent à travers le monde? D'abord, là-bas, il y a les forêts primaires. On recense 1,11 milliard d'hectares de forêts primaires qui se recoupent notamment au Canada, au Brésil et en Russie, et avec une superficie de 60%. 60%. Et dans les forêts primaires aussi, il faut signaler aussi que ces forêts sont pratiquement en train de dégrader. Et les 20% qui restent, bon, c'est ce qu'on peut parler de forêts primaires. Alors, on note aussi dans la catégorie des forêts, il y a des forêts vouées, affectées à la conservation de la biodiversité. À travers le monde, on note 463 millions d'hectares qui représentent 11,5% des superficies forestières totales de tous les pays. Et il faudrait aussi signaler que c'est en Amérique du Sud où on trouve la plus grande superficie avec 116 millions d'hectares, et suivi de l'Amérique du Nord, et l'Afrique vient en troisième position dans le cadre des forêts affectées à la conservation de la biodiversité. On trouve aussi les aires protégées, notamment, qui comprennent les parcs nationaux, les réserves de faune, notamment. Et là, on estime qu'il y a 12,9% de la superficie terrestre qui est affectée à la conservation dans les aires protégées. Alors, de manière globale, il y a 54% des forêts du monde qui se réunissent dans 5 pays. On signale dans la Fédération de Russie, dans le Brésil, et au Canada, aux États-Unis et en Amérique, non, en Chine, pardon. Alors, qu'en est-il de la situation des forêts tropicales? On descend. Dans les forêts tropicales humides, tellement que c'est difficile et impossible de compter chaque espèce, on a essayé de prendre une petite parcelle par exemple, d'un hectare où on a trouvé 365 espèces d'arbres. Et on a pris encore une petite parcelle de 0,1 hectare où on a trouvé 365 espèces végétales. Et on trouve également plus de 1200 espèces de coléoptères. Et voilà, il y a beaucoup d'espèces dans les forêts tropicales.
On signale également aussi ces espèces-là sont estimées à la moitié de celles de la planète sur seulement 6 à 7% de sa superficie. Alors, dans les forêts tropicales et subtropicales, on note également il y a 10 hauts lieux de la biodiversité où l'on trouve le plus grand nombre total des vertébrés, des vertébrés terrestres supérieurs et aussi le plus grand nombre d'espèces menacées. Donc, dans ces forêts tropicales-là, on trouve qu'il y a une bonne quantité de biodiversité vouée à la conservation. Voilà le tableau qui se présente là. On a les types de forêts au monde. On note 45% des forêts tropicales. On trouve ça en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Il y a les forêts boréales et on trouve au nord de l'Europe et au Canada. Il y a les forêts tempérées qu'on trouve en Europe et aux États-Unis. Il y a les forêts sous-tropicales qui représentent particulièrement 11% de la superficie terrestre. Alors, quels sont les atouts qu'on trouve dans les forêts du bassin du Congo qui nécessitent assez qu'on puisse activer sa protection? Les forêts du bassin du Congo constituent une superficie de 301 millions d'hectares selon les estimations. Il y en a qui disent que c'est plus, d'autres disent moins. Et il s'étend et voilà, il y a un tableau là, il s'étend du golfe de Guinée à partir de l'océan Atlantique et jusqu'à l'est, au niveau des montagnes du rift albertain. Et les forêts du bassin du Congo constituent la deuxième réserve des forêts denses au monde. Il y a 1 sur 5 de ces forêts tropicales à canopée fermée par rapport au reste du monde. Alors, on trouve aussi dans les forêts du bassin du Congo une riche biodiversité. On peut citer notamment plus de 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux, 10 000 espèces de plantes et autres. Et les forêts du bassin du Congo jouent un rôle climatique important parce qu'ils regorgent de puits de carbone qui s'élèvent à 10% de CO2 capté. Et on note aussi ces forêts nourrissent les populations locales, communautés locales, ainsi que les populations indigènes ou les peuples autochtones, estimées à une population de plus de 60 millions d'humains. Alors, le bassin du Congo abrite les 3/4 des espèces de grands singes. Les grands singes, on les trouve. Et puis, le bassin du Congo joue un rôle climatique important, comme je viens de le dire, à travers ses services écologiques essentiels, à travers le puits de carbone et à travers la séquestration de carbone, surtout que le bassin du Congo contient. Alors, parlant de carbone et de climat, le bassin du Congo, les forêts d'Afrique centrale, notamment, on parle du bassin du Congo bien sûr, arrivent à séquestrer 40 gigatonnes de carbone, jusqu'à 100 millions de tonnes de CO2 par an sont absorbées par les forêts au niveau du Gabon. On signale aussi 80 milliards de tonnes de carbone environ sont stockées en Afrique centrale, dans les tourbières, biomasse et autres. Il y a aussi 46 700 tonnes de CO2 qui ont été enregistrées comme stock final sur une superficie de 800 hectares en RDC à Ibi-Bateke, que je connais particulièrement. Alors, la superficie forestière au niveau du bassin du Congo est menacée par l'usage de la ressource en bois. Alors, quelles sont les statistiques que cela donne? On note qu'il y a plus ou moins 30% de la superficie forestière qui est affectée à l'exploitation du bois. Et il y a 54 millions d'hectares sur 200 millions d'hectares de forêts denses, humides, sont classés comme forêts de production, donc il y a une production intense une exploitation intense de ressources en bois. Et le bassin du Congo, il faut le signaler aussi, sa superficie représente environ 6% de la superficie forestière mondiale. Alors, la RDC joue aussi un rôle important en termes de superficie des forêts du bassin du Congo parce qu'à elle seule, elle arrive à renfermer, à contenir 105,8 millions d'hectares et qui fait de la RDC la deuxième grande réserve forestière au monde après le Brésil et avant l'Indonésie.
Alors, qu'est-ce que cela donne comme impact socio-économique, notamment l'exploitation du bois? L'exploitation du bois dans les forêts du bassin du Congo offre plus de 40 000 emplois, hein, dans les secteurs de transformation primaire du bois en Afrique centrale. Sur le plan de l'impact socio-économique, il y a 11% en moyenne de la superficie qui est transformée en aire protégée. Ça, c'est quand même encourageant, mais c'est trop peu. Il y a 100 concessions, par exemple en RDC, 100 concessions forestières de communautés locales ont été attribuées aux communautés locales, ce qui fait que les communautés locales ont la latitude de gérer, de protéger leurs forêts et d'exploiter cela. Donc, il y a aussi là-bas aussi à boire et à manger. On dit aussi que le bassin du Congo compte dans son ensemble plus de 126 millions d'habitants. Ça, c'est les estimations de 2005. Et dans cette composante humaine-là, on trouve une part féminine de 51%, 51,2% total. Donc, je vais revenir sur la base féminine qui fera l'objet d'un débat tout à l'heure. Alors, comment maintenant assurer une protection optimale des forêts d'Afrique centrale? Il faut d'abord signaler aussi que la protection d'une forêt dépend du type de forêt d'abord, ça dépend de la géographie, ça dépend du climat et ça dépend du type de sol. Alors, en Afrique centrale, dans les forêts du bassin du Congo, la déforestation et la dégradation de forêts sont à un rythme préoccupant. Alors, il y a une surexploitation des ressources en bois et des minéraux, il y a le commerce de la viande de brousse, il y a une faiblesse de la gouvernance notamment. C'est ce qui a même conduit qu'on puisse commencer à attribuer des forêts aux communautés locales. Alors, on note 27% de la déforestation qui est causée par un changement d'affectation des sols attribué à la production des produits de base. Alors, sur ce rythme-là, il est difficile d'atteindre l'objectif du plan stratégique des Nations Unies sur les forêts, qui consiste à augmenter la superficie forestière de 3% dans le monde d'ici 2030. C'est très difficile d'arriver à augmenter la superficie à 30%. Alors, personnellement, mon argument, c'est que les restrictions et les limites de liberté d'accès aux forêts ne permettent pas d'assurer une protection efficace, parce que cela augmente l'exploitation illicite. Quand on interdit, surtout aux communautés locales, les populations indigènes, là, on leur interdit d'aller en forêt parce que c'est des aires protégées, parce que c'est des aires vouées à la conservation, et ça les encourage d'aller voler le bois et d'aller exploiter de manière illégale. Alors, cela ne permet pas de protéger la forêt. Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose qu'on puisse recourir à la restauration des paysages et des forêts dégradées pour assurer la pérennisation des écosystèmes. Il y a des animaux, il y a la faune, il y a beaucoup d'éléments qui dépendent des forêts. Alors, si on procède par la restauration de ces paysages-là et des forêts dégradées, ça peut faire en sorte que le nombre des espèces puisse augmenter et que la forêt, la biodiversité soit protégée au niveau du bassin du Congo. Alors, je pense aussi que le boisement et le reboisement doivent être réalisés par les acteurs locaux, notamment, majoritairement les femmes, parce que les femmes représentent 51% quand même, dans une logique de l'écoféminisme. Ça, c'est une publication que je suis en train de préparer, l'écoféminisme et de la restauration, en usant des mesures incitatives, bien sûr. Alors, je propose aussi d'appliquer l'approche paysagère ou territoriale de la protection des forêts locales. J'ai parlé des forêts communautaires. Ça, c'est d'ailleurs l'argument de ma thèse de doctorat. Et voilà, au lieu qu'on puisse avoir des politiques de manière régionale ou sous-régionale vouées, dédiées aux forêts d'Afrique centrale, moi, je propose qu'il y ait des politiques et des mécanismes spécifiques à chaque territoire, à 2-3 villages réunis pour faire en sorte que la protection soit efficace au lieu de généraliser la protection. Alors, je propose aussi qu'il faudrait s'appuyer au droit international, aux instruments comme le droit international, le droit national, le droit local, mais aussi le droit traditionnel pour protéger efficacement la forêt. Dans le bassin du Congo, il y a le traité de la Commission des forêts d'Afrique centrale qui a créé la COMIFAC. Cela permet d'assurer une bonne conservation, une bonne gestion des écosystèmes forestiers. Il y a aussi le plan de convergence qui favorise des partenariats sur les forêts du bassin du Congo. Et voilà. Alors, pour protéger la forêt aussi, il faut recourir aux politiques globales
politiques globales, de négociation, les COP et autres, tout ça. Il y a aussi les politiques nationales de protection des forêts, mais aussi, il ne faudrait pas négliger le savoir traditionnel, le savoir local, afin de maximiser l'efficacité de la protection. Alors, parlant de partenariat, je disais que les politiques globales, nationales et locales apportent des partenariats sous forme de projets, de coopération et qui permettent de mettre ensemble plusieurs acteurs sur un champ thématique ou géographique bien précis. Alors, tous ces mécanismes-là sont bien déterminés, élaborés à travers, en se référant aux objectifs, au calendrier, suivi, coordination et mécanismes de mise en place, et les accords de financement, les transferts et autres. Donc, les politiques globales, nationales et locales devraient être mieux coordonnées afin d'assurer une protection maximale. Alors, enfin, finalement, je pense que pour assurer une protection efficace des forêts d'Afrique centrale dans le bassin du Congo, il faudrait aussi qu'il y ait l'adoption des gestes écologiques. Là, je veux parler de l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, c'est le rôle aussi de certains mécanismes. Lorsqu'ils vont vers les populations locales qui sont plus proches des forêts, il faudrait leur assurer, procéder par une éducation environnementale, montrer le bien fondé de la protection de la forêt, malgré que et parfois la compensation entre le besoin économique d'exploitation de bois et cette protection de la forêt ne concorde pas du tout normalement. Alors, je ne voudrais pas être long, je vous remercie pour l'attention et telle était ma petite présentation. Je rappelle que je suis dans le noir à Lubumbashi, à coupure du courant, je suis même à l'université là. C'est quoi, vous ne me voyez pas. Merci beaucoup. Merci, Ok, madame. merci, monsieur Mbaya, pour votre contribution malgré la coupure de l'électricité sur Lubumbashi. Ouais. Donc, je ne sais pas si monsieur Karsenti va se reconnecter. Monsieur Karsenti, est-ce que vous êtes encore là? Ah, je suis là, bien sûr. Ok. Donc, vous avez donc la parole pour faire votre présentation. D'accord, bon, voilà, je partage mon écran dès que je peux. Attendez, pourquoi est-ce que je peux pas comment est-ce qu'on partage ça? Fenêtre, oui, voilà, fenêtre, c'est là, ok, partager. Ça va venir. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Voilà, bon, je vais vous parler un petit peu, bon, un peu de géopolitique des forêts du monde et de comment on peut avoir des stratégies de lutte contre la déforestation. Je vous renvoie à une étude que j'ai publiée à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, en 2021, que vous pouvez trouver gratuitement, qui est en ligne, hein. C'est un document d'une 50aine de pages. Ok. Donc, vous pouvez effectivement le retrouver assez facilement sur le site de l'IFRI ou sur d'autres sites. Voilà. Alors, premièrement, globalement, on a une déforestation mondiale qui continue, qui aurait un petit peu baissé d'après la FAO. Depuis, disons, les années 90, on serait à une perte d'environ 10 millions d'hectares par an. Un peu moins, si on prend les données plus récentes, on serait autour de 7,8 millions d'hectares par an de perte brute, ce qu'on appelle la perte brute, c'est-à-dire combien de forêts ne sont plus, disparaissent chaque année. Sachant qu'il y a une différence entre la perte brute, qui est autour de 7,8 millions d'hectares par an, et la perte nette. La perte nette, c'est qu'il y a de l'expansion des forêts et les plantations d'arbres qui font que la perte nette est bien sûr moins importante que la perte brute. La perte nette est de l'ordre de 3,5 millions, 3,8 millions, je crois, si je me souviens bien. Disons, au niveau mondial. Et a priori, on aurait plutôt une baisse de la déforestation, disons, sur le long terme. Mais enfin, d'une année sur l'autre, ça varie. Par exemple, récemment, on a vu que la déforestation mondiale avait augmenté de 4% en 2022 par rapport à 2021. Donc, vous voyez, malgré tous les mécanismes, malgré les engagements des pays internationaux, on n'arrive toujours pas, on a toujours une déforestation persistante assez importante. Ça se passe essentiellement la déforestation, c'est une affaire de pays tropicaux essentiellement, même si vous avez de la déforestation, en Russie notamment, par exemple.
Et puis, vous avez également des feux de forêt assez importants, des méga-feux aujourd'hui, des feux de forêt qui ont affecté depuis ces 5 dernières années l'Australie, l'Indonésie, le Canada, le Brésil, la Bolivie. Donc, on a eu des feux effectivement tout à fait importants, y compris en Europe. Les feux de forêt, c'est particulier parce que la FAO considère que ce n'est pas de la déforestation parce qu'effectivement, les forêts vont repousser ou vont être replantées. La déforestation, selon la FAO, c'est une définition très précise. Si vous voulez, c'est des changements d'usage des terres, c'est-à-dire quand on passe de forêt à une activité notamment agricole, par exemple, hein, ou à une construction, à de l'urbanisation. Donc, même si vous n'avez plus d'arbres parce que tout a brûlé, on considère que s'il n'y a pas de changement d'affectation des terres, ça ne sort pas de la catégorie forêt. Il va y avoir la régénération naturelle. En Australie, c'était clair, hein, on a eu beaucoup d'émissions de CO2 liées aux méga-feux de 2000, combien? Je crois que c'était en 2017-2018, je me souviens plus exactement, des quelques années. Et en fait, en quelques années, les forêts se sont régénérées et ont pratiquement réabsorbé presque l'intégralité de ce qui avait été émis. Donc voilà. Les grandes surfaces, bon, Monsieur Mbaye en a parlé, c'est effectivement les grandes forêts, c'est d'abord la Russie, puis le Canada, les États-Unis qui ont les plus grandes forêts. Du point de vue tropical, par pays, c'est le Brésil qui a une forêt effectivement très très importante, hein. Donc vous voyez ici, vous avez la partie de la forêt primaire et la partie de la forêt secondarisée, donc qui est un peu dégradée. Autre couvert arboré. Vous avez ensuite la République démocratique du Congo et vous avez ensuite l'Indonésie, la Colombie. Ça, c'est en importance de surface, hein. En importance de pertes forestières par pays, mon graphique date un petit peu. Voilà, c'est le Brésil qui a le plus grand taux de déforestation, hein, qui perd à peu près 1 700 000 hectares par an. En forêt primaire simplement et qui perd également. Donc au total, vous voyez qu'on est à plus de 3 millions, d'hectares de disparition de perte de forêt au Brésil. C'est pas seulement le Brésil, c'est pas seulement l'Amazonie, c'est l'Amazonie, mais il y a beaucoup d'autres forêts au Brésil qui ne sont pas dans le biome amazonien. Voilà, et donc vous allez surtout trouver les forêts primaires dans l'Amazonie, mais vous allez trouver beaucoup d'autres forêts ailleurs. Le numéro 2, c'est la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui finalement, tristement, le numéro 2 de la déforestation, avec une perte de pratiquement pas loin de 500 000 hectares de forêt primaire par an qui disparaît, plus beaucoup d'autres forêts non primaires, mais qui disparaissent également. Vous voyez, c'est cette partie en vert clair. Au total, il y a plus d'1 million d'hectares qui sont perdus. Ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis 10-12 ans à peu près, jusqu'au début des années 2000. Il n'y avait pas beaucoup de déforestation en RDC, enfin, c'était beaucoup plus modéré et ça a augmenté finalement avec, au fond, le retour d'une certaine paix civile, disons, par rapport aux années 90. Donc avec plus d'investissements et surtout, c'est complètement corrélé à l'augmentation de la population. L'Indonésie était à l'époque, quand ce graphique est sorti, Global Forest Watch était le troisième effectivement pays avec le plus de déboisement. Aujourd'hui, j'ai vu les chiffres récemment, c'est maintenant la Bolivie qui était quatrième, qui est passée troisième, si vous voulez. Bon, c'est pas un classement très honorable, mais voilà, en Bolivie, il y a beaucoup d'agro-business, beaucoup de production de soja, beaucoup d'élevage, et donc ça contribue à la déforestation. Voilà. Après, vous avez d'autres pays, j'en parle pas. Alors globalement, on a quand même l'accroissement de la déforestation est plus marqué en Afrique qu'ailleurs, et c'est lié à l'expansion de la petite production vivrière et marchande. Donc c'est lié à deux choses, c'est lié à trois choses en fait. C'est lié à la question de l'augmentation de la population. En RDC, la population s'accroît au rythme de 3% par an, un peu plus de 3%. Ça veut dire que la population double tous les 25 ans à peu près. Et on est autour de 100 millions d'habitants. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important, une très forte pression sur les ressources. L'autre problème, ce sont les techniques agricoles, c'est-à-dire la manière dont on reproduit la fertilité. La fertilité se reproduit avec des systèmes d'abattis-brûlis où on coupe la forêt parce qu'on n'a pas d'engrais minéraux et on n'a pas de technique particulière d'agroforesterie, enfin très souvent ou assez peu. Et donc, on va couper de nouvelles forêts pour pouvoir retrouver de la fertilité. Donc ça c'est connu et c'est lié également au problème de la confusion, je dirais, enfin le manque de clarté sur les droits fonciers. Une manière finalement de s'approprier la terre, c'est de la mettre en valeur, entre guillemets. Mettre en valeur, ça veut dire défricher la forêt, ça veut dire couper, et ça veut dire planter du palmier à huile, planter du cacao ou autre chose. Donc les trois aspects, si vous voulez,
Et après, on peut ajouter le manque de gouvernance, le problème de gouvernance et le manque de capacité des États de contrôler, d'appliquer les lois, sont le quatrième élément, disons, qui contribue effectivement à cette particularité de l'accroissement de la déforestation en Afrique. Petite production qui peut être vivrière avec le riz ou le maïs, qui peut être marchande avec le cacao ou le palmier à huile, si vous voulez, tout dépend, mais souvent c'est de la petite production. Vous avez, contrairement à l'Indonésie, contrairement au Brésil, vous avez des grandes sociétés qui sont souvent les premiers déboiseurs, hein, déforesteurs d'une certaine manière, même s'il y a aussi de la petite production également au Brésil, en Indonésie aussi. En Afrique, c'est essentiellement, c'est 95%, c'est la déforestation liée à l'agriculture. Et c'est également, et c'est de la petite production, hein, souvent c'est quelques hectares, des gens qui ont quelques hectares, des fois moins d'un hectare, voilà. Les reboisements sont importants en Asie, notamment en Chine, mais malheureusement les reboisements sont souvent avec sont des reboisements monospécifiques, soit d'eucalyptus, soit d'acacia mangium ou autre variété d'acacia. Et donc, on a des pertes de biodiversité. On a bien sûr du couvert forestier, mais avec assez peu on perd beaucoup de biodiversité. Et c'est effectivement un problème. On a donc beaucoup de reboisements en Asie ou autre. Alors, globalement dans le monde, si vous voulez, c'est vraiment l'agriculture au sens large, c'est-à-dire l'élevage, hein, et c'est l'élevage qui est la première d'ailleurs source de déforestation, parce que la majeure partie de la déforestation vient du Brésil et d'Amérique du Sud en général. Et en Amérique du Sud, le premier moteur de la déforestation, la cause directe de la déforestation, c'est l'élevage extensif. Il y a beaucoup effectivement de déboisement pour mettre des bovins. Et en plus, si vous voulez, c'est quelque chose qui est lié à la spéculation foncière, c'est-à-dire que on va déboiser pour mettre des bovins, et c'est une manière de s'approprier la terre indirectement, c'est-à-dire qu'on occupe la terre, ce qui permet d'espérer ensuite d'avoir des titres de propriété. Donc, il y a une logique d'anticipation, de spéculation foncière également, qui va au-delà des besoins simplement d'avoir de la terre pour les bovins. Donc, les gens déboisent beaucoup plus que leurs besoins, d'une certaine manière. Le palmier à huile est un énorme moteur de la déforestation aussi, plutôt en Asie. Donc en Indonésie, en Malaisie, donc en Asie du Sud-Est, ça a été un très très grand moteur. Le soja est également un moteur très important de la déforestation. Vous voyez, donc ce sont les carrés ici en importance, hein. 8,2%. Bon, ce sont des estimations entre 2001 et 2015. Hein. Le soja, c'est beaucoup l'Amérique du Sud, là aussi, beaucoup le Brésil, beaucoup l'Argentine, beaucoup la Bolivie également. Voilà. Le cacao, beaucoup l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Les forêts ont été perdues énormément dans ces pays à cause de la culture du cacao. Les VA également, les plantations d'EVA favorisent la conversion, le changement d'usage des terres. On va retrouver ça beaucoup en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Vietnam par exemple. Le café un peu partout dans le monde. Et puis voilà. Et également, on peut déboiser les arbres. La plantation d'arbres est un moteur de la déforestation. Il y a beaucoup de déforestation et notamment, c'est devenu le premier moteur en Indonésie récemment ces dernières années. C'est la plantation d'arbres pour la pâte à papier, plantation d'eucalyptus, plantation d'acacia ou autre, effectivement. Voilà. Donc, on détruit des forêts naturelles qui sont des forêts déjà dégradées par l'exploitation forestière. Sélective, et on va mettre des plantations monospécifiques. Donc ça participe du changement d'usage de la déforestation, même si c'est un peu particulier parce qu'une plantation d'arbres, c'est considéré comme une forêt quand même. Donc ça reste dans les statistiques de la FAO, mais globalement, beaucoup de chercheurs considèrent que c'est de la déforestation parce qu'on a perdu de la forêt naturelle pour avoir des systèmes artificialisés avec des plantations d'arbres, des champs d'arbres, si vous voulez. Voilà, donc l'agriculture commerciale, c'est le premier moteur, hein, en général, mais l'agriculture vivrière a aussi toute sa part. Et en Afrique, c'est vraiment l'agriculture paysanne vivrière ou l'agriculture de rente, le cacao par exemple, associée à un autre moteur qui est le charbon de bois, la fabrication de charbon de bois, très importante comme moteur de la déforestation, notamment dans les forêts sèches africaines. Dans les forêts humides, c'est souvent associé à la préparation des champs, c'est-à-dire quand les gens déboisent des friches pour préparer les champs, évidemment, le bois qui est coupé va servir au charbon de bois. Donc, c'est associé à l'agriculture. C'est pour ça que généralement, on ne le met pas toujours comme un facteur à part, on l'associe à l'agriculture parce que c'est souvent concomitant. Alors, après, ça, ce sont les causes directes, c'est-à-dire que qui déboise directement, ce sont effectivement, c'est pour l'agriculture, c'est pour l'élevage. Ce sont des gros ou des petits opérateurs économiques, hein, en tout cas, ou des petits paysans. Mais vous avez des causes sous-jacentes. Les causes sous-jacentes, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de terre, pourquoi il y a ce besoin de déforestation qui pousse les gens à déboiser.
Alors, au fond, c'est le marché mondial, c'est-à-dire que vous avez une consommation mondiale croissante, il y a une demande mondiale de produits issus de l'agriculture tropicale et qui sont des produits qui sont en général en concurrence avec les forêts. C'est le cas pour le palmier à huile, c'est le cas pour le soja, c'est le cas pour donc oléagineux, c'est le palmier à huile essentiellement, mais ça peut être le maïs également. C'est le cas pour le bon voilà pour le cacao. On a une demande également d'agrocarburants. On fait du diesel avec de l'huile de palme, si vous voulez. C'est quelque chose qui se développe beaucoup en Asie du Sud-Est. Avec le soja également. Au Brésil, toutes les voitures fonctionnent au flexi-fuel, c'est-à-dire avec notamment, disons, du carburant qui vient de la canne à sucre ou du soja, mais souvent de la canne à sucre plutôt. Le soja, c'est plutôt pour le biocarburant. Donc, vous voyez, vous avez également, disons, des demandes qui sont des demandes non agricoles pour l'énergie, comme ces fameux biocarburants, agrocarburants. Voilà. Les problèmes fonciers, j'en ai parlé. L'accaparement des terres boisées, qui est effectivement quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que bon, c'est lié à la demande de terres mondiales pour faire justement des agrocarburants, pour faire du soja ou autre. Il y a des phénomènes comme la suraccumulation des têtes de bétail, hein, quand, notamment, par exemple, en Afrique sèche, en Afrique sahélienne, vous avez des troupeaux qui sont devenus de plus en plus importants parce que les gens placent leur argent dans les troupeaux et donc payent des pasteurs pour pouvoir. Voilà, c'est une sorte de caisse d'épargne sur pied finalement, parce que les gens n'ont pas très confiance dans le système bancaire. Et donc, ils mettent plutôt l'argent dans le bétail. Et puis, vous avez tout le problème de la croissance démographique, hein, dont on a parlé, conjugué au manque de capital, pratique culturelle devenue inadaptée, j'en ai parlé. Et au fond, vous avez aussi tout ce qu'on peut appeler la mentalité, comment dire, la vision qu'on a du développement, c'est-à-dire que dans voilà, pour beaucoup de gens, le développement, ça passe encore par le fait d'artificialiser, de faire de l'agro-business, de faire des plantations de palmiers à huile. C'est toute une logique autour, dans laquelle on n'a pas intégré l'importance de la biodiversité, par exemple. Je passe sur les moteurs. Alors, les moteurs sont très différents. Voilà, en Amérique du Sud, vous voyez que c'est essentiellement le pâturage. Vous avez une partie aussi en Afrique australe et en Afrique de l'Est également, où sur les forêts sèches, vous avez du pâturage avec des grands pasteurs, les Maasai par exemple, etc. Vous avez aussi en Asie un peu de pâturage dans certaines régions, etc. Mais c'est moins important. Vous voyez que c'est vraiment l'Amérique du Sud qui se caractérise. Les grandes cultures de soja, par exemple, on va les trouver à la fois, on va les trouver ici, notamment en Amérique du Sud. On va les trouver aussi sur les VA, sur le soja ici. On devrait voir d'ailleurs, c'est bizarre qu'on ne voit pas, on ne voit pas le palmier à huile en Indonésie, mais c'est pas grave. Les small scale crops, c'est-à-dire la petite agriculture, on va la retrouver en Afrique, essentiellement Madagascar, vous voyez, un peu partout en Afrique. On va le retrouver également en Amérique du Sud, vous voyez, pas mal, malgré tout. On va le trouver beaucoup en Asie également, et puis beaucoup d'autres choses. Et donc là, le palmier à huile, il se retrouve ici. C'est là qu'on va retrouver tout ce qui se passe en Indonésie autour du palmier à huile notamment, et des plantations d'arbres, voilà, par exemple. Donc je vous passe, vous pourrez récupérer ce graphique, qui est un graphique qui vous montre effectivement l'importance du bœuf, hein, donc de l'élevage, surtout l'Amérique du Sud, mais c'est vraiment énorme. L'importance des oléagineux, donc, et l'importance aussi de la pâte à papier notamment. Voilà, et puis vous avez d'autres choses. Alors, ce qu'il faut dire, j'étais un peu surpris d'ailleurs par le chiffre de M. Mbaya. Globalement, les derniers chiffres, alors on a beaucoup de difficultés pour connaître finalement les flux de carbone. C'est vraiment, on a des marges d'erreur très importantes. Pour vous donner un exemple, les papiers les plus récents sur les forêts tropicales, elles sont considérées encore comme un puits de carbone, c'est-à-dire un absorbeur net. Je dis net parce que, en fait, les forêts toute la journée, jour et nuit, les forêts passent leur temps à émettre du CO2 et en recapter. Vous voyez, donc le problème, c'est du net, pour savoir est-ce qu'on absorbe plus qu'il y a de rejet. Vous savez que dans la journée, les végétaux absorbent du CO2 et produisent de l'oxygène, et la nuit, ça s'inverse. La nuit, les végétaux rejettent du CO2 rejettent du CO2. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris tous à l'école. C'est pareil pour les forêts. Et puis, vous avez toute une série de phénomènes qui font que la déforestation, la dégradation, les sécheresses, la mortalité des arbres, l'augmentation des températures, tout ça, effectivement, ont tendance à transformer les forêts, notamment les forêts tropicales, de puits de carbone, d'absorbeurs nets à émetteurs nets. Et le chiffre que j'ai en tête, c'est celui du bilan mondial. Quel est le puits net? Combien est-ce que les forêts, du point net, en termes net, absorbent de CO2? C'est 2,7 gigatonnes, donc 2,7 milliards de tonnes de CO2 absorbées en moyenne
mais avec une marge d'erreur, un intervalle de confiance de 8 gigatonnes. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons des incertitudes majeures sur vraiment le niveau d'absorption. Alors, les forêts tropicales, justement, elles ont basculé progressivement de puits à source. Ça a été le cas en Asie du Sud-Est depuis un certain nombre d'années, à cause des niveaux de déforestation et de dégradation très importants, des feux de forêt également, qui fait que finalement, ces espaces sont des gros réservoirs, c'est-à-dire le stock reste très important, mais en termes de flux, elles émettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. Le bassin amazonien, ces chiffres, alors c'est un des chiffres parmi d'autres, hein, je vous ai montré ce schéma. Globalement, on est quasiment à l'équilibre. Les marges d'erreur sont telles qu'on pense que l'Amazonie, que tout le biome amazonien n'est plus un puits de carbone important, c'est peut-être un puits de carbone résiduel et que ça va basculer dans les prochaines années en tout cas. Le seul puits de carbone qui reste en Afrique centrale, bassin du Congo, où là, il y a un flux effectivement estimé à peu près 0,61 d'après ce chiffre de gigatonnes de CO2 par an, c'est-à-dire 610 millions de tonnes, effectivement, qui serait le flux net, etc. Vous voyez que c'est la différence entre les émissions et les absorptions. Et que les absorptions, c'est une chose, il faut compter également avec les émissions liées à la dégradation des forêts, à la mortalité, etc. etc. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Les puits de carbone mondiaux, globalement, qui sont de l'ordre, si je me souviens bien, alors j'ai oublié le chiffre, excusez-moi, mais ça se passe dans les forêts du Nord, hein, ça se passe dans les forêts boréales et dans les forêts tempérées, en Europe, en Russie, etc. Où là, quand il n'y a pas de gros incendies, si vous voulez, vous avez des jeunes forêts, ce sont les jeunes forêts qui absorbent beaucoup de CO2 et qui, effectivement, sont des puits de carbone importantes. Donc voilà, on sait pour quelles raisons ça bascule, la déforestation, la dégradation, les feux de forêt, le stress hydrique, les sécheresses et thermiques. Au-delà de 30-32 degrés dans la journée, une forêt, quand il fait trop chaud, les arbres transpirent, si vous voulez, donc, et augmentent leur respiration, donc ils vont émettre plus de CO2, et ça va accroître la mortalité par ailleurs. Et vous avez les méga-feux, bien sûr, éventuellement. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que ces forêts au niveau mondial? Est-ce que ce sont des biens communs? Est-ce que ce qu'on peut dire, ce sont des communs globaux? Est-ce que, il y a quelques années, en 2019, il y avait Emmanuel Macron, le président français, avait dit l'Amazonie, c'est un bien commun universel. Ça avait suscité une vive polémique avec les Brésiliens, avec le président de l'époque, Bolsonaro, qui avait dit non, non, l'Amazonie n'est pas un bien commun, ça nous appartient à nous, Brésiliens, ça appartient pas, voilà, donc pas de droit de regard, pas d'internationalisation de l'Amazonie, hein, c'était ça. Et notamment, par exemple, au Brésil, vous avez un refus constant des gouvernements brésiliens depuis 30 ans à peu près d'avoir un statut particulier qui pourrait conduire à l'internationalisation de l'Amazonie. C'est une des grandes craintes des Brésiliens. Ils refusent ça de manière très constante, etc. C'est pour ça que le Brésil a bloqué l'idée d'une convention internationale sur les forêts depuis très longtemps et a refusé, par exemple, l'accord de partenariat volontaire qui était proposé par l'Union européenne pour bannir le bois illégal du commerce. Ce sont ces accords FLEGT dont parlait, j'ai oublié son nom, Patrick, j'ai oublié son nom exactement, voilà, tout à l'heure, mais donc le Brésil est très réticent à toute une série de protocoles internationaux à rentrer dans les protocoles internationaux parce qu'il a peur justement de cette idée d'un bien commun. Voilà. Et donc, vouloir gérer les forêts tropicales comme des communs globaux ne semble pas constituer une option politique praticable compte tenu de l'état des relations internationales contemporaines. Voilà, c'est un petit peu différent. Et alors, je pense qu'il faudrait différencier deux choses. Il faut différencier la forêt comme ressource et comme territoire et la forêt comme service, les services écosystémiques que rendent les forêts à l'humanité entière. Ce qu'on peut appeler des externalités positives, c'est-à-dire au fond, c'est-à-dire le fait que ça absorbe du CO2, que ça en stocke, que ce sont des réservoirs de biodiversité, que ça participe à la régulation du cycle mondial de l'eau, les grandes forêts tropicales. Les fonctions écologiques peuvent être perçues comme des services globaux. Ce sont des biens publics mondiaux parce que ce sont des services, mais c'est intangible, si vous voulez. Par contre, les forêts tropicales ne sont pas des biens publics mondiaux parce que si les services peuvent être considérés comme effectivement des biens publics mondiaux, les forêts comme ressources pour le bois, pour les ressources génétiques, pour le territoire, pour le foncier, sont sous la souveraineté des États. Et les États sont jaloux de cette souveraineté et sont utilisés par ailleurs par de multiples utilisateurs, des populations locales, des communautés, qui disposent de droits coutumiers, locaux, etc. Donc voilà les raisons pour lesquelles on ne peut pas parler, à mon avis, les forêts ne peuvent pas être considérées comme des biens publics mondiaux, même si la dimension service écosystémique, eux,
vraiment là répond aux critères des biens publics mondiaux, mais pas les forêts comme ressources. Et donc cette distinction, on peut dire qu'il y a deux dimensions des forêts, l'une est sous la souveraineté et l'autre effectivement peut être considérée comme des biens publics. Et le problème, c'est que gérer les services écosystémiques, donc cette dimension bien publique des forêts tropicales, ça suppose des coopérations, ça suppose un régime international des forêts qui n'est pas vraiment en place. Est-ce qu'il y a vraiment un régime international des forêts? Il y a beaucoup d'accords, mais est-ce que tous ces accords font un régime international de responsabilité commune? C'est une discussion qui est en cours, je ne trancherai pas cette question. Alors, sur la partie ressources, je dirais qu'il y a beaucoup de bois tropicales, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, ces 20-30 dernières années. Pendant longtemps, on avait des flux, en gros, on avait du bois qui partait des pays tropicaux, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc., qui allait plutôt vers l'Europe ou vers les États-Unis. Le bois du Brésil allait plutôt vers les États-Unis, le Canada. Les bois africains allaient plutôt vers l'Europe. Et puis, les bois d'Indonésie, de Malaisie allaient plutôt vers le Japon d'abord, et puis ensuite vers la Chine. Et puis, tout ça, ça a beaucoup évolué ces 20, 25, 30 dernières années. On a maintenant des flux sud-sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier acheteur de bois, toutes catégories confondues, y compris du bois tempéré comme du bois tropical. D'ailleurs, la Chine achète beaucoup plus de bois tempéré. Ils achètent du bois de Nouvelle-Zélande, du bois de Russie, du bois d'Allemagne, du bois du Canada, etc. C'est la Chine, qui est vraiment un énorme aspirateur, qui achète du bois de toute provenance et donc également du bois tropical. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner sur les schémas. Donc, on voit qu'ils ont gardé toujours leur marché avec l'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, etc. Ils importent également beaucoup de bois du Gabon, du Cameroun, du Congo, et puis du bois du Brésil également, et de différents pays, du Guyana, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Ça s'est traduit également non seulement comme la Chine comme acheteur, mais la Chine comme acteur économique avec ses entreprises. Les entreprises chinoises, peu à peu, ont pris le pouvoir d'une certaine manière un peu partout. On le voit en Afrique centrale, très clairement. Quand j'ai commencé ma carrière dans les années 90, il y avait encore beaucoup d'entreprises forestières européennes ou libanaises ou autres, etc. Ces entreprises ont progressivement soit quitté le secteur, soit ont été rachetées par des intérêts chinois. Donc, on a maintenant, disons, des conglomérats asiatiques, malaisiens, chinois qui ont supplanté les anciennes entreprises européennes et vraiment sont dominants, même s'il reste encore quelques entreprises européennes, bien sûr, que ce soit au Congo, au Cameroun ou au Gabon, mais la dominance maintenant, ce sont les entreprises chinoises. Et voilà, tout ça, on peut se poser la question, est-ce que ces entreprises chinoises, est-ce qu'elles respectent les règles? Est-ce qu'elles respectent les règles d'aménagement forestier? Souvent, on voit que dans les infractions, souvent dans l'entreprise chinoise, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas derrière? Parce que ce qui s'est passé effectivement en Asie du Sud-Est, en Indonésie, c'est que les forêts ont tellement été dégradées par une exploitation non contrôlée qu'après, finalement, le choix des gouvernements, c'était de convertir tout ça au palmier à huile ou à l'implantation d'arbres à croissance rapide. Donc, si vous voulez, vous avez ces logiques de conversion qui sont, si vous gérez mal votre forêt, il y a beaucoup de chances pour que la tentation, ce soit finalement de dire on ne va pas attendre que la forêt se régénère, on va la convertir à des usages agricoles, c'est le risque. Voilà, donc beaucoup d'initiatives comme les certifications de gestion durable ou l'agriculture zéro déforestation sont un peu contrariées par l'importance prise par les acteurs chinois. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, les entreprises certifiées forestières sont des entreprises européennes, généralement, ou l'une est de Singapour, c'est Olam au Congo. Et les entreprises chinoises, en tout cas, ne sont pas pour l'instant rentrées dans la certification, même s'il semble que les choses soient en train de changer. Voilà. Pourquoi? Parce que la déforestation, ça veut dire pouvoir vendre le bois plus cher. Pour vendre le bois plus cher, il faut avoir des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher. En Chine, ce n'est pas le cas. C'est le cas en Europe, éventuellement dans certains pays européens. Mais donc, pour l'instant, c'est pour ça que la certification n'a pas pris auprès des acteurs chinois. Voilà. Donc, et par ailleurs, les leviers traditionnels des pays du Nord, les conditionnalités liées à la dette, etc., beaucoup moins opérants dans la nouvelle géopolitique. Nouvelle géopolitique, c'est que, comme vous le savez, si vous voulez, l'influence des anciens pays européens, etc., par exemple en Afrique, a beaucoup diminué. Et on a de nouveaux partenariats. On a le poids de la Chine dans l'économie est devenu beaucoup plus important que le poids, par exemple, de la France ou des pays européens. Et donc, tout ça change effectivement pas mal la géopolitique. Voilà. Alors, REDD+, Patrick en a parlé un petit peu, si vous voulez, j'en dis quelques mots. C'est un mécanisme fondé sur l'incitation. L'idée, c'était d'inciter les pays. La déforestation était vue comme un problème de coût d'opportunité, hein. C'est un peu ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, c'est de dire, au fond,
les gouvernements, les acteurs économiques considèrent qu'il est plus important c'est plus intéressant financièrement de convertir les forêts à l'agriculture plutôt que de conserver les forêts. Donc l'idée, c'est de dire si on rémunère la conservation des forêts, si on paye le coût d'opportunité, si on compense le coût d'opportunité, à ce moment-là, peut-être qu'on va changer les incitations pour que les pays conservent. Alors, l'idée, c'est qu'il y avait deux options possibles. C'est un mécanisme qui date de 2005, voilà, qui marche pas très bien, très clairement. Il y avait deux options possibles dès le départ. Soit le Fonds vert pour le climat, qui était créé en 2009-2010, 2010 à peu près, qui peut financer, qui peut verser de l'argent, ou ça peut être aussi un mécanisme dans lequel les pays qui réduisent la déforestation, augmentent leur stock de carbone par des plantations, par exemple, peuvent vendre des crédits carbone sur un marché international. C'est une deuxième possibilité qui, pour l'instant, n'a pas été beaucoup employée, mais qui, effectivement, qui existe aussi. Et alors, vous avez, c'est compliqué parce que vous avez deux REDD+, en fait. Vous avez un mécanisme onusien, dans lequel seul le niveau national peut recevoir des rémunérations ou vendre des crédits carbone. Et vous avez également des mécanismes basés sur les projets, mais qui, eux, sont des mécanismes volontaires. C'est-à-dire que ce n'est pas onusien. C'est vraiment, ça a été complètement monté pour répondre à une demande sur un marché volontaire, ce qu'on appelle une demande de neutralité carbone de la part de beaucoup d'entreprises du Nord qui veulent effectivement afficher le fait qu'ils compensent complètement leurs émissions. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de compensation carbone qui se sont développés. Alors, le mécanisme REDD suppose des hypothèses. Au départ, c'était une assez bonne idée, avec quand même deux hypothèses un peu fortes. Premièrement, il faut que les États qui prennent une décision de conserver leur forêt sur la base de perspectives d'incitation, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'ils connaissent l'argent qu'ils peuvent obtenir éventuellement, mais ça, on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas combien d'argent on aura au départ. Le fait de, par exemple, si vous émettez des crédits carbone, c'est une chose, vous pouvez dire j'ai des crédits carbone, mais si vous n'avez pas d'acheteurs, vous ne pouvez pas les vendre. C'est ce qui est arrivé au Gabon, qui a 90 millions de crédits carbone qu'ils voulaient vendre cette année, et ils n'ont pas trouvé d'acheteurs. Donc, ça ne suffit pas, on n'est pas sûr de pouvoir vendre. Deuxièmement, ça suppose que les États fassent des sortes d'analyses coût-bénéfice pour dire si je peux gagner tant en faisant du palmier à huile, mais si je conserve ma forêt, je peux gagner tant, etc. Bon, un État, ça ne fonctionne pas comme ça en général, ça ne fonctionne jamais en coût-bénéfice. Il y a un État, c'est beaucoup d'intérêts en tension, avec des compromis, etc. Donc, les États, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Ce n'est pas un consommateur qui fait des choix dans le supermarché en comparant les prix. Et deuxièmement, même si un État prenait la décision de conserver ses forêts en fonction de l'incitation financière qu'il anticipe, il faudra encore qu'il ait les moyens, une administration qui fonctionne, pour pouvoir effectivement réduire la déforestation. Vous dites à la RDC qu'il faut arrêter la déforestation, très bien, sauf que la capacité d'intervention de l'État en RDC est très limitée, parce que vous n'avez très peu de systèmes de contrôle, c'est un État qui n'a pas de moyens, la justice fonctionne mal, etc., etc. Bon, et puis il faudrait investir pour changer le foncier, pour faire des réformes, pour changer l'agriculture. Bon, pour l'instant, la RDC n'a pas les moyens. Donc vous voyez, c'est très bien de dire on incite, mais il faut encore investir pour avoir des résultats. Il faut avoir des capacités, il faut créer les capacités pour avoir des politiques et mesures à mettre en œuvre. Voilà. Alors, ce qui se passe beaucoup, c'est que, alors il faut comprendre une chose, c'est que dans ces mécanismes, on ne paye jamais pour le stock de forêt sur pied. Ça, c'était une croyance je retrouve encore beaucoup en Afrique, mais ce n'est pas du tout comme ça que marchent les mécanismes. Les mécanismes marchent dans des systèmes comme ça. Vous voyez, vous avez une évolution des émissions liées à la déforestation. On va dire que c'est la déforestation pour simplifier les choses, le niveau de déforestation. Et puis, vous allez avoir, disons, voici la courbe rouge, ici, c'est la moyenne de la déforestation passée. Et les pays peuvent dire, et beaucoup de pays africains présentent des scénarios comme ceci en disant, puisque nous avons des besoins de développement, la déforestation va augmenter de manière assez importante. Et donc, si la déforestation simplement est en dessous de cette prévision, donc vous voyez, c'est une baisse relative, ce n'est pas une baisse absolue de la déforestation, puisque là, la déforestation augmente dans ce scénario. On dit que c'est une baisse de la déforestation, ce qu'on appelle le facteur d'ajustement. Voilà. Pardon de vous couper, monsieur Carcenti. C'est un peu long là, oui. Oh, non, ce n'est pas que vous êtes long. En fait, quand vous parlez de la courbe, mais la courbe n'est pas visible sur le PowerPoint, en fait. Ah, zut, pourquoi Parce que c'est à vous de manipuler. En fait, si j'essaie de manipuler, ce sera comme si je... Alors, est-ce que vous voyez la courbe là ou pas du tout? Non, il faut que vous changez de slide. Est-ce que vous la voyez là? Oui, là, c'est bon.
Voilà, ben, je vais revenir sur Merci. cette data dans quelques minutes. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez cette courbe, vous voyez l'évolution de la déforestation qui fluctue chaque année. Il y a des hauts et des bas, des courbes, etc. Vous voyez la moyenne. Et l'idée, c'est que donc beaucoup de pays africains ont ce type effectivement de scénario, ce qu'on appelle un scénario contrefactuel business as usual, qui dit si on ne met pas en œuvre des politiques de type REDD+, voilà ce qui va se passer. On va avoir une augmentation de la déforestation, courbe A de A jusqu'à B, vous voyez. Et l'idée, c'est que si la déforestation est moindre qu'anticipée, A, C, eh bien, on considère que c'est une baisse de la déforestation. C'est une baisse relative, hein, puisque en fait, c'est une augmentation absolue, vous le voyez bien. Il y a plus de déforestation à C qu'avant ici, mais on considère que ça peut générer, ça peut ouvrir droit à des rémunérations ou générer des crédits carbone, si vous voulez. Voilà. Bon, c'est très discuté. Il n'est pas du tout sûr que ce genre de schéma soit admis, mais c'est une manière effectivement dans la négociation internationale, c'est une chose qui est proposée notamment par les pays africains, sans garantie qu'ils trouveront des acheteurs dans une chose comme ça, parce que si vous voulez, d'une certaine manière, on peut dire que dans ce cas-là, il suffit de prédire le pire. Comme ça, on peut dire qu'on a évité le pire, mais voilà, on est quand même dans une augmentation des émissions, pas dans une baisse de la déforestation. Voilà. Donc, c'est des problèmes d'additionnalité. Je ne vais pas revenir trop en détail là-dessus. Voilà. Je voudrais juste vous parler de deux choses qui ont été évoquées par Patrick également, je crois. C'est effectivement ces accords de partenariat volontaire, hein, cette lutte contre le commerce illégal du bois, qui était un des grands thèmes de l'agenda forêt. Donc, c'est un mécanisme. Alors, il y a deux choses. Il y a des accords de partenariat volontaire et un règlement bois depuis 2013 de l'Union européenne. Ce règlement bois, il dit une chose très simple. Il dit on n'a pas le droit dans l'Union européenne de mettre sur le marché du bois illégal. Voilà, il est interdit de commercialiser du bois illégal. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'était pas le cas auparavant. Voilà, si le bois rentrait, ben on se préoccupait pas de savoir s'il était légal ou illégal. Et il était voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des sanctions pour les importateurs, pour les gens qui mettent en marché du bois qui ne seraient pas, comment dire, qui seraient d'origine douteuse. Donc les entreprises, les importateurs doivent faire des diligences raisonnées pour pouvoir effectivement dire qu'on importe ce bois, mais on a fait toute une série de vérifications pour s'assurer que ce bois est légal. Et donc le risque est négligeable ou nul. Et donc là, on peut le mettre en marché. Si on ne le fait pas, si l'importateur ne le fait pas, il peut être sanctionné par une autorité nationale, il peut être sanctionné en France, en Allemagne, en Italie, etc. etc. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Et par ailleurs, l'autre volet, c'était les accords de partenariat volontaire. Patrick en a un peu parlé. Qui sont un petit peu une sorte de certification du pays tout entier, qui est de dire, à partir du moment où tout le bois passe dans un système de vérification nationale de la légalité avec une traçabilité complète, le bois peut être exporté avec ce qu'on appelle des autorisations FLEGT, c'est-à-dire que le bois est réputé légal parce qu'il sera passé par ce circuit-là. Et jusqu'à présent, ce que disait Patrick, seule l'Indonésie est parvenue à mettre en place un système de vérification qui soit audité, réputé acceptable par l'Union européenne également, donc avec un petit avantage, etc. Et en Afrique, on a pour l'instant beaucoup de difficultés. Le processus n'a pas débouché. On attend depuis des années que le Ghana devrait être le deuxième pays après l'Indonésie, mais ça n'est pas encore fait. D'année en année, ça, effectivement, s'est repoussé. Pourquoi est-ce que l'Union européenne a débattu des causes un peu de certains échecs de ce mécanisme, hein, des APV FLEGT, hein. Probablement, c'est que tout a été vu sous un angle technique, c'est-à-dire informatique, traçabilité. Il y a des problèmes d'économie politique très importants, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes effectivement de pays qui ne veulent pas trop d'avoir de la transparence. Donc, il y a vraiment des problèmes beaucoup plus importants derrière, probablement, qui font que ça échoue. L'autre grand thème, c'est disons, comment dire, le problème de la déforestation importée, qui va donner lieu au règlement européen qui a été adopté l'an dernier, qui va rentrer en vigueur en 2024, qui demande à ce que l'Europe n'importe plus, disons, de produits qui ont été impliqués dans la déforestation. Et donc, ça va concerner le cacao, l'huile de palme, le soja, j'en parlerai tout à l'heure. Globalement, il faut savoir que la déforestation, disons de 20 à 25% de la déforestation, est associée au commerce international. Voilà. Le reste, 75% à peu près de la déforestation, c'est lié aux consommations intérieures des pays producteurs, des pays tropicaux, etc. Le Brésil, par exemple, la principale cause de déforestation, c'est le bœuf. Sauf que le bœuf
est un peu exporté, c'est vrai, par les Brésiliens, mais il est surtout consommé par les Brésiliens eux-mêmes. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, c'est pas lié au commerce international, c'est vraiment interne. Et bon, c'est l'expansion agricole, donc c'est pour ça que l'Europe a ciblé voilà, je veux dire, les produits agricoles. Et bon, donc la France, je vais aller très vite, la France s'était dotée d'une stratégie sur la déforestation importée. Maintenant, il y a un règlement européen, je viens tout de suite. Ce règlement s'appelle le RDUE, le règlement sur la déforestation de l'Union européenne, va concerner toute une série de produits de base jusqu'au soja, vous voyez les 7, plus des produits dérivés. Je vous laisse lire effectivement les produits concernés. Vous voyez et ça peut augmenter. En 2025, il y aura une révision. Peut-être qu'il y aura d'autres produits comme la canne à sucre, comme le maïs, qui pourront peut-être rentrer dans le système. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors l'idée, c'est que on ne pourra plus importer dans l'Union européenne des produits qui seront des produits, comment dire, impliqués dans la déforestation. Mais le petit mais, c'est que l'Union européenne prend une définition de la forêt qui est celle de la FAO. La FAO dit une forêt, c'est 10% de couvert forestier. Et cette définition a été reprise par l'Union européenne et elle s'applique partout. La conséquence, c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes définitions de la forêt. Il y a des pays qui ont, par exemple, pour lesquels une forêt, ça commence à 30% de couvert forestier. Dans ce cas-là, ça veut dire que, dans ce pays où la forêt commence à 30%, ça veut dire qu'il y aura moins de forêts en superficie que ne le compte l'Union européenne ou la FAO. Vous voyez, donc il n'y aura pas exactement les mêmes appréciations. Définition de la forêt différente, possibilité aussi dans certains pays de décider qu'une forêt va être convertie à l'agriculture de manière légale, mais l'Europe, de ce point de vue, ne fait pas de distinction entre déforestation illégale et déforestation légale. Quelle que soit la légalité de la conversion, quelle que soit la définition de la forêt dans le pays tiers, l'Europe considère que si les critères ne sont pas respectés, le produit ne peut pas rentrer, ne peut pas être commercialisé sur son marché. Voilà. Et donc, ceci pose pas mal de discussions en ce moment. Il y a beaucoup de protestations de pays du Brésil, l'Indonésie, mais également du Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc., qui effectivement protestent contre notamment ce règlement qui n'a pas été décidé en concertation avec notamment les gouvernements des pays producteurs. J'ajoute simplement que les Britanniques, qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme vous le savez, ont un règlement un peu similaire, mais eux ont simplement dit, dès lors que le produit est légal, par exemple le soja ou le cacao est légal du point de vue du pays producteur, même si c'est de la déforestation légale, bah, ça peut rentrer chez nous au Royaume-Uni, ce que l'Union européenne n'accepte pas. L'Union européenne dit, dès lors que c'est de la déforestation, quel que soit le critère de légalité, ça ne rentre pas chez nous. Voilà. Alors après, moi, bon, il y a un certain nombre de... Mais je suis assez long, donc je vais m'arrêter ici. Je pense que l'Union européenne pourrait avoir une autre optique. Moi, j'ai proposé personnellement à l'Union européenne de dire, en gros, si c'est la déforestation légale, ben, taxons, mettons une taxe, mais n'interdisons pas la commercialisation. Si c'est illégal, bien sûr, on interdit la commercialisation, ça c'est clair, les pays seront d'accord, mais simplement, on pourrait jouer sur les tarifs douaniers, c'est-à-dire les droits de douane, en disant, si c'est de la déforestation légale, par rapport à la loi du pays d'origine, ça peut rentrer, sauf si c'est certifié zéro déforestation. Ça, donc à ce moment-là, on n'a pas on baisse les taxes. Hein. Et l'idée que j'avais, c'est simplement de dire, eh bien, comme on va taxer un certain nombre de productions issues de la déforestation légale, on va avoir des recettes fiscales supplémentaires. Réaffectons ces recettes fiscales dans les pays producteurs, notamment pour aider les petits producteurs, les petits paysans à se certifier, à pouvoir être tracés et rentrer dans les clous d'une certaine manière, faire des produits sans déforestation, ce qui est effectivement possible. Voilà, alors ça marcherait avec des certifications. Bon, c'est un long débat. Je suis déjà beaucoup trop long par rapport au temps que vous m'avez imparti. Donc, on pourra revenir. Si vous voulez en discuter, on peut en discuter, mais je vais m'arrêter ici pour je vous donner un aperçu un petit peu de ces différentes choses. Voilà. Ok, d'accord. Merci, M. Carcenti, pour votre intervention. Merci. Je vous en prie. Madame Chiancia Trémouillé, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. On vous laisse donc faire votre petite présentation sur le rôle du juge africain. Oui, je partage ma présentation. Un instant. Alors, hop, comment alors. Ah.
l'écran, la fenêtre vista, le PowerPoint. Est-ce que vous voyez la présentation? Bientôt, je pense. Oui, Oui, Ah c'est oui, bon, oui, elle la s'affiche. présentation est visible. D'accord. Ok. Donc, je vais parler du rôle du juge africain dans la protection des forêts. Donc déjà, pour un constat, on va dire que l'action répressive en Afrique centrale, donc dans les pays du bassin du Congo, est très limitée dans le cadre du contentieux lié à l'exploitation des forêts. Et cela, on peut le constater de deux manières. D'une part, parce que les poursuites en cas de répression se déroulent sous la responsabilité de l'administration dans ces pays. Et d'autre part, parce que cela conduit à une exclusion des juges d'Afrique centrale dans la détermination de la sanction en cas d'exploitation illégale des forêts du bassin du Congo. Donc, on peut dire que dans le système juridique des pays du bassin du Congo, les litiges en matière d'exploitation forestière illégale sont sont plus réglementés entre le contrevenant, donc celui qui a fait une action illégale, celui qui a exploité illégalement les forêts, et l'administration des pays du bassin du Congo. Et donc, de ce fait, le contrevenant n'encourt que des sanctions administratives ou financières qui sont très limitées dans certains cas. Et par conséquent, l'administration, elle ne peut pas prononcer des peines privatives de liberté qui sont prévues par la loi dans les codes forestiers des différents pays. Donc, les questions que nous pouvons nous poser sont les suivantes. Les questions que nous pouvons nous poser sont les suivantes. Les sanctions mises en œuvre en cas d'exploitation illégale des forêts sont-elles efficaces? Et ces sanctions parviennent-elles à remplir leur fonction dissuasive et à orienter le comportement des acteurs de la gestion des forêts dans le bassin du Congo? Et de ces questions doivent s'inscrire aussi dans un contexte, comme je l'ai dit en introduction, marqué par le rôle marginal du juge africain. Et cela conduit aussi à s'interroger sur le contenu en fait, de ces sanctions et sur la probabilité d'application de ces sanctions aux contrevenants. Donc, dans une première partie, je vais démontrer quand on recherche en fait l'efficacité des mesures répressives en matière forestière dans les pays du bassin du Congo, d'une part, en fait, on s'aperçoit que l'application des peines privatives est peu probable quand je parle de délinquants, c'est différentes entreprises multinationales qui exploitent le bois dans les différents pays du bassin du Congo, comme par exemple mon pays d'origine, au Gabon, ces entreprises, enfin, je n'ai jamais vu dans les journaux du pays qu'il y a eu une sanction vraiment très punitive de ces entreprises-là quand elles exploitent illégalement le bois ou même des faits divers en fait d'exploitation illégale, alors que ça existe et il y a des témoignages, mais ils ne sont pas en fait, ils ne sont pas diffusés dans les informations quotidiennes. Donc, je voulais dire que d'une part, il y a une improbabilité de l'application de la peine privative de liberté des délinquants, donc de ces entreprises qui exploitent illégalement le bois. Donc, ces peines privatives font partie avec les peines pécuniaires, c'est-à-dire les amendes qui pourraient être mises en œuvre ou les dommages intérêts et les sanctions administratives. Elles font partie des peines prévues en cas de violation des obligations contenues dans les lois forestières des pays d'Afrique centrale. Et en général, en matière d'exploitation illégale des forêts, le juge devrait jouer pleinement son rôle et ce qui est à appliquer les peines d'emprisonnement, par exemple, prononcées à l'encontre des contrevenants. Mais on se rend compte que en ce qui concerne les forêts du bassin du Congo, la situation est différente. C'est plus l'administration des différents pays, donc on va dire par exemple le ministère de l'Environnement ou des forêts des différents pays, qui joue un rôle central dans la gestion du contentieux en matière de gestion d'exploitation illégale des forêts. Donc, ce qui empêche une application d'une part des peines privatives de liberté et peut aussi enfreindre, en fait, limiter le rôle du juge que je démontrerai dans une deuxième partie. Et aussi, on constate que du fait que les peines privatives ne puissent pas être appliquées, il y a aussi une faible probabilité que les délinquants qui enfreignent la loi du code forestier et qui exploitent illégalement les forêts soient en fait poursuivis.
Donc, dans ce sens, les administrations en charge des forêts en Afrique centrale ne disposent pas toujours des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer un contrôle systématique de toutes les opérations en fait, qui sont mises en œuvre ou qui se font dans le secteur forestier sur leur territoire national. Et plusieurs études, notamment, ont permis de constater que de nombreux permis d'exploitation forestière ne sont pas contrôlés au cours de l'année, et ce qui réduit en fait la probabilité, dans le cas de l'exploitation illégale des forêts, d'identifier les responsables d'activités forestières illégales. Mais dans les codes forestiers, on constate qu'il y a différents types de scénarios en fait, qui permettraient d'identifier les responsables en cas d'exploitation forestière illégale. Donc, d'une part, on peut avoir une société qui détient un titre de propriété, donc qui mène des activités forestières illégales dans sa concession. Donc là, on peut facilement déterminer la responsabilité de la société puisqu'elle a un titre de propriété et elle a une passerelle et un terrain qui lui est concédé. Dans le deuxième cas, les activités illégales peuvent être menées dans une zone titrée et ce, à l'insu de l'entreprise adjudicateur. Donc là, dans ce cas, ça serait un petit peu encore, enfin, l'identification du responsable en cas d'exploitation deviendrait un peu difficile. Dans le troisième cas, ce serait le cas des activités illégales qui sont menées dans des zones non attribuées par des contrevenants non identifiés. Et dans ce cas, s'il y a une infraction et l'auteur est identifié, enfin, en cas d'infraction et quand l'auteur est identifié, l'identification se fait soit parce qu'il a commis une infraction ou soit parce que le titre qui lui confère son titre lui confère une certaine responsabilité sur la zone qui lui est concédée, malgré le fait qu'elle exploite dans une zone qui est non titrée et non identifiée. Le quatrième cas est celui des activités illégales qui peuvent être menées dans des zones non attribuées par des contrevenants non identifiés. Et dans ce cas, il y a infraction sans que le contrevenant soit connu. Et il y a des chances que le coupable ne soit pas identifié sur le terrain. Donc comme j'ai pu le démontrer dans les 4 cas, l'identification du responsable en cas d'exploitation forestière illégale est difficile. Ce qui nous amène aussi ce qui m'amène aussi à dire qu'en cas de dénonciation faite par un tiers, ces contrevenants ne peuvent pas être poursuivis puisqu'on ne peut pas vraiment les identifier. Et en général, même quand on les identifie, les contrevenants se retournent vers les administrations qui sont très coopératives et qui préfèrent leur infliger des sanctions financières. De ces sanctions, pour certaines, les fonds ne vont pas dans le trésor public et vont plus vers certains grands dignitaires des régions où sont exploités le bois dans les forêts du bassin du Congo. La deuxième partie, donc je parlerai du rôle marginal du juge africain dans la gestion des litiges en cas d'exploitation illégale des forêts. Donc, ce rôle marginal est dépeint notamment par le fait que les contrevenants, quand ils sont inculpés, ils ne reçoivent pas une peine privative de liberté, donc un emprisonnement ou une amende ou des dommages-intérêts, mais les administrations préfèrent en fait leur demander de payer une transaction. Donc là, c'est une sanction qui est en cas de non-poursuite judiciaire, donc fait que le juge n'intervient pas, le juge n'intervient pas. Et le deuxième élément qui montre en fait le rôle marginal du juge est en fait l'absence de caractère dissuasif des sanctions qui sont prévues en cas d'infraction, quand il y a sanction. Donc, pour ce qui est de l'infraction, de la transaction comme sanction en cas de non-poursuite judiciaire, les délinquants qui se font prendre ont, donc, comme je l'ai dit, la possibilité de demander une transaction avec l'administration. Ainsi, ils échappent à la sanction judiciaire qui pourrait être prononcée par le juge. Dans ce cas ici, on constate en fait que dans plusieurs pays du bassin du Congo, il s'agit de maintenir le juge en dehors de l'affaire et de protéger le contrevenant des peines privatives qui pouvaient être prononcées par le juge.
Et dans le cas de la transaction, je vais donner 2 exemples de normes législatifs ou de règlements qui ont été adoptés dans 3 pays en Afrique centrale. Donc, au Cameroun, c'est la circulaire numéro 0045 du 6 avril 2016 qui précise les modalités de transaction en matière forestière. Au Gabon, ce sont les décrets du 19 janvier 2011 et le décret du 24 août 2011 qui fixe en fait un barème d'indemnisation à verser en cas de destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâtiments d'élevage, et donc là, en fait, qui met en œuvre la transaction en matière forestière. Et enfin, pour ce qui est du Congo-Brazzaville, c'est le décret ministériel du 3 octobre 2002 qui fixe les procédures des transactions en matière forestière. Donc, dans ce cas, un exploitant forestier illégal qui commet en fait une infraction pourrait avoir de nombreuses répercussions. Et le calcul des dommages et intérêts viserait en fait à assurer la réparation intégrale des dommages qui ont été causés par l'auteur de l'infraction. Et le montant des dommages et intérêts serait calculé en prenant en considération la valeur du bois et la valeur de destruction de forêt qui est liée en fait à l'opération d'abattage illégal. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, aucun pays du bassin du Congo ne procède à une évaluation systématique des dommages et les montants indiqués dans les transactions ne reflètent pas la valeur des conséquences financières, en fait, des conséquences financières et environnementales de l'action en fait, illégale d'exploitation du bois qui a été faite par l'auteur de l'infraction. Enfin, dans une deuxième partie, pour démontrer le rôle marginal du juge africain, donc des pays du bassin du Congo, en matière forestière, et celle de l'absence du caractère dissuasif des sanctions qui sont prévues en cas d'infraction. Donc, dans le cas de la violation de la législation sur les forêts et de la faune sauvage dans les pays du bassin du Congo, on peut conclure que les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives et que le contrevenant risque souvent une peine d'emprisonnement, mais c'est plus des amendes et des dommages et intérêts qui sont pris, mais qui sont pris de façon corrompue par les administrations certaines administrations des différents pays. Et on a l'impression en fait que les montants indiqués dans les sanctions, quand il y a sanctions imposées aux contrevenants, sont plus arbitraires que les montants qui seraient spécifiques à des infractions qui sont inscrites dans la loi des codes forestiers. En conclusion de mon intervention, je dirais en fait qu'il faudrait remettre le juge des différents pays d'Afrique centrale au centre du dispositif de répression des infractions forestières. Et cela permettra en fait de freiner la tendance actuelle à la hausse des activités illégales dans le secteur forestier. Et aussi, il est urgent en fait de modifier les différentes règles de gestion du contentieux forestier qui est inscrit dans les différentes lois forestières des pays du bassin du Congo, afin en fait que les agents assermentés des administrations forestières puissent déjà dans un premier temps soumettre des différents litiges au procureur de la République. Et après, quand les litiges sont vraiment très lourds et qu'il faudrait en fait que le juge puisse se prononcer sur les différentes sanctions en fait, sur les différents effets en fait illégaux qui ont été faits par rapport à l'exploitation du bois. Et aussi, enfin, dans une troisième partie, je dirais qu'il faudrait instaurer une grande réforme en fait du code, des différents codes forestiers, afin de permettre, comme je l'ai dit, de mettre le juge au centre du dispositif de l'application de la loi sur les infractions en cas d'exploitation illégale des forêts. Et donc, cela permettrait en fait de promouvoir le bien-être socio-économique et la protection de la biodiversité, bien sûr, dans le bassin du Congo. Donc, en l'absence pour le moment de réforme législative dans ce sens, il est très difficile en fait de prévoir l'efficacité attendue du juge d'une part et aussi des administrations qui actuellement
essaie de lutter contre l'exploitation illégale des forêts dans le bassin du Congo. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Chancia, pour votre intervention. Bon, j'aurais une question pour Monsieur Karsenti. Donc, tout à l'heure, j'ai compris, j'ai entendu vos propos. Le régime international des forêts est loin de voir le jour. Mais nous avons aussi un gros problème, c'est que les mécanismes internationaux en général sont des échecs. On a cité notamment le cas du FLECT. Alors, la question que je me pose, est-ce que la bonne gestion des usines nationales africaines peut être un excellent moyen de lutte contre la déforestation sans ces mécanismes tels le FLECT, entre autres? La bonne gestion, je n'ai pas très bien compris votre question. La bonne gestion des usines africaines? Oui, des usines nationales africaines, c'est-à-dire des usines nationales africaines sans que ne soient mis en œuvre les mécanismes tels le FLECT. Est-ce que la bonne gestion... Les usines, vous voulez dire les usines de transformation du bois? Je comprends Ouais, de pas très bien. transformation du bois. Alors, comment dire? Vous avez un développement de l'industrialisation du bois en Afrique qui est tout à fait évident ces dernières années, notamment au Gabon, mais également au Cameroun. Mais comment dire? La question de savoir si on transforme le bois localement ou si on exporte, par exemple, du bois non transformé, des grumes, est une question qui peut avoir, enfin, c'est une discussion qui peut avoir son intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que si on parle de protection de la biodiversité, qu'il y ait des usines ou pas, ça n'a pas tellement d'importance. C'est-à-dire que vous importiez du bois en grumes non transformées ou du bois transformé, ça ne va pas changer grand-chose, si vous voulez, sur les modalités d'exploitation du bois. C'est-à-dire que on peut parfaitement détruire ses ressources forestières tout en transformant intégralement sa ressource en bois. L'Indonésie l'a montré d'ailleurs, avec beaucoup d'usines. Et effectivement, une gestion forestière absolument catastrophique globalement. Donc, vous voyez, je ne sais pas si je réponds à votre question, si votre Oui, oui. question, c'était, voilà, donc c'est le fait d'exporter des grumes ou pas, c'est une question macroéconomique. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que on décide de transformer localement pour avoir plus de valeur ajoutée localement? Est-ce qu'on a vraiment plus de valeur ajoutée localement? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est là aussi, c'est pas une question aussi simple. L'intuition, disons, des citoyens n'est pas toujours corroborée par les analyses économiques. En gros, pour vous expliquer, si vous avez des usines peu efficaces, vous allez risquer de détruire de la valeur. Il peut être intéressant d'exporter du bois brut non transformé, au moins pour certaines essences, certaines qualités. Je rappelle toujours, quand je discute avec les gouvernements africains, que le Japon exporte des grumes, les États-Unis exportent des grumes, l'Allemagne exporte des grumes, etc. Tous les pays industrialisés exportent des grumes aussi. C'est-à-dire que mais par ailleurs, ça ne n'empêche pas d'avoir une industrie forestière assez puissante. Voilà, tout dépend, ce sont des arbitrages selon effectivement la demande et l'offre. Et généralement, les pays africains ont plutôt tendance à vouloir interdire l'exportation des grumes. Généralement, c'est ce que, bon, globalement, ce qu'a fait le Gabon, ce qui n'est pas forcément, du point de vue d'un économiste comme moi, la meilleure mesure, si vous voulez, mais c'est une autre discussion. Voilà. Mais globalement, qu'on transforme tout sur place ou qu'on exporte en bonne partie en grumes, ça n'a pas de. L'important, c'est la manière dont on gère les forêts. Et c'est l'intervention de Madame Ivala, je dirais, qui est intéressante donc de ce point de vue, c'est comment est-ce qu'on sanctionne également disons, tout ce qui est mauvaise gestion forestière, exploitation illégale. Et moi, j'aurais une question à poser à Madame Ivala, si vous me le permettez, Sabine. Oui, oui, allez-y. Est-ce que moi, j'ai bien aimé votre intervention, donc donc elle me paraît tout à fait intéressante. Je voulais savoir, est-ce que le problème des transactions est un problème effectivement qu'on connaît très bien. Transaction, ça veut dire aussi très souvent corruption d'ailleurs. Bon, enfin, il y a toute une série de problèmes et effectivement, les juges ne sont pas dans le coup, etc. Maintenant, il y a deux points. Est-ce que vous ne pensez pas que, pour l'instant, en tout cas, les transactions ont été inventées pour soulager la tâche des juges? Est-ce que vous ne pensez pas que les systèmes judiciaires, systèmes juridiques, systèmes judiciaires, disons, notamment en Afrique centrale, sont déjà submergés, il n'y a pas assez de juges, et que les transactions, que s'ils devaient effectivement traiter tous les problèmes d'infraction,
de crimes forestiers, probablement ça durerait des années, et ça risque de saturer complètement le système juridique tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, est-ce que sans réforme de la justice, sans augmentation des capacités de la justice, est-ce qu'on peut se priver de système de transaction? Je pense qu'en fait, on pourrait utiliser la transaction en cas de, voilà, dans le cas d'infraction en matière forestière, mais je pense pas que ça devrait être en fait le mode de sanction primordial, parce que ce que j'ai vu dans la lecture des articles que j'ai vus, c'est que c'est le premier mécanisme qui est mis en œuvre en cas d'infraction quand il y a violation des lois forestières. Et je pense que, par exemple, pour moi, mon pays d'origine, le Gabon, c'est vrai qu'on a un problème du système juridique avec la grève des magistrats. Et voilà, il faudrait vraiment réformer. Ils sont en train de le faire en ce moment. Mais je pense qu'il faut quand même que le juge, voilà, il y a un code forestier qui a été adopté. Et je pense que le juge, il est là pour appliquer les lois. Et ce n'est pas l'administration qui devrait le faire à la place des magistrats et des juges qui devraient le faire. Enfin, pour moi, le juge aussi devrait prendre sa part et montrer que le droit doit être appliqué et montrer l'exemple des sanctions qui pourraient être mises en œuvre. Enfin, pour le moment, je n'ai pas vu de jurisprudence dans ce sens en matière forestière. Vous ne pensez pas que ça devrait être proportionné à la gravité de l'infraction? C'est-à-dire que les petites infractions pourraient faire l'objet de transactions? Oui, bien sûr. Mais c'est un problème de classification, effectivement, de savoir si les infractions les plus graves devraient systématiquement aller au juge. Oui. Par contre, les petites infractions, c'est pour éviter d'encombrer le système judiciaire, tout simplement. Oui, ça pourrait être une solution. Mais bien sûr, mais pour le moment, en fait, que ce soit les petites infractions, les grandes infractions, qui pour certaines ne sont pas, voilà, on n'a pas de preuves et parfois on les voit pas parce qu'elles ne sont pas dénoncées, même si elles existent. Oui. Elles passent toujours par transaction et c'est les administrations, bien sûr, qui empochent les montants qui sont donnés par les sociétés, donc qui continuent toujours à faire leurs activités d'exploitation illégale. Tout à fait d'accord. Le juge pourrait venir déjà pour avoir un rôle dissuasif sur l'exploitation illégale des forêts, et même si dans un autre temps, l'administration aussi pourrait infliger des sanctions à travers la transaction. Et le juge pourrait être là aussi pour dissuader l'exploitation illégale des forêts. Ce qui n'est pas encore le cas, mais on espère que dans un futur proche, ça pourrait être. Je vous remercie pour cette question. Tout à fait d'accord. D'accord, merci. Monsieur Mbaya. Oui, Vous êtes encore là. Oui, je suis là. J'avais aussi une question pour Madame Chancia. Okay, je ne sais pas si je prononce bien le prénom. En fait, moi, j'ai apprécié la présentation et je pose plutôt un problème. En Afrique, on sait tous que le pouvoir coutumier est imposant. Il s'impose. Je prends par exemple le cas de la République démocratique du Congo, où le juge en matière d'infraction environnementale n'arrive pas très bien à assumer ses fonctions, parce que c'est comme si deux juridictions, comment je vais dire, en parallèle, ou qui s'opposent, qui antagonistes, ou comment. Il y a le chef coutumier et son collège et autres, au niveau rural surtout, le chef coutumier, et au niveau étatique, il y a les juges avec un système judiciaire bien élaboré et retracé. Alors, ma question maintenant est celle-ci. Comment ne pensez-vous pas qu'on peut procéder à une refondation, réorganisation du système judiciaire des États africains au niveau de l'Afrique centrale surtout, et avec possibilité d'inclure des règlements ou des sanctions provenant de l'autorité coutumière, par exemple. Parce qu'à un certain moment, les juges en RDC, par exemple, lorsqu'il est face à un litige qui oppose deux individus ou deux entreprises et autres, et où il y a l'implication des chefs coutumiers, les juges, généralement, ne préfèrent pas trancher
il renvoie les deux parties à aller vers la conciliation au niveau local, au niveau du chef coutumier, au niveau de la chefferie et autres. Est-ce que ne pensez-vous pas que cela constitue aussi une faiblesse qui nécessite une réorganisation du système judiciaire au niveau de l'Afrique centrale, qui contribue bien sûr à la protection des forêts du bassin du Congo? Votre Merci, question, c'est en fait, enfin, vos propositions, c'est d'inclure en même temps le droit coutumier, donc des chefs coutumiers, et celui de la justice normale judiciaire qu'on a codifiée, c'est ça? Oui, oui. Ok. En fait, là, vous prenez l'exemple c'est du Congo. Kinshasa, RDC. Kinshasa, d'accord. Par exemple, moi, au Gabon, on n'a pas, enfin, le droit coutumier n'est pas reconnu comme, voilà, s'il y a des infractions qui se passent, par exemple, dans un village, les villageois doivent, voilà, plus s'adresser vers l'administration, donc par exemple le gouverneur ou le préfet, enfin, ça dépend du niveau. Et c'est les administrations en fait qui sont en charge. Et donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est plus des sanctions transactionnelles en fait qui sont mises en œuvre. Mais le droit coutumier n'est pas, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une disparité en fait du système juridique dans les pays d'Afrique centrale, et que certains, comme vous le dites, certains pays d'Afrique centrale comme le Congo, RDC, Kinshasa, le droit coutumier, voilà, est important, et pour d'autres comme celui du Gabon, le droit coutumier n'est pas, en fait, appliqué, il n'y a pas de, voilà. C'est plus l'administration en fait qui viendra en fait se prononcer en cas d'infraction. Mais c'est vrai que si on, voilà, ça revient aussi par rapport à l'intervention de Monsieur Karsanti, ça permettra en fait de désengorger les juridictions, donc de pouvoir en même temps intégrer le droit coutumier, donc le côté local du chef du village qui pourrait en fait intervenir et pouvoir en fait se prononcer sur une sanction en cas d'exploitation illégale des forêts, et l'administration aussi qui viendrait aussi donner son, voilà, ou appuyer la sanction du chef coutumier, et la justice en cas d'infraction grave à la dégradation des forêts. Non, mais c'est ça, pour moi, je pense que c'est une excellente proposition, mais après, on est aussi dans le cas que enfin, la majorité des pays d'Afrique centrale, surtout, n'appliquent pas le droit coutumier. Et particulièrement au Gabon, on n'a pas le droit coutumier pour ce qui est des sanctions en matière de forêt. Donc, c'est plus le code forestier, et dans le code forestier, la place de l'administration est très importante en cas de violation des lois forestières. Merci. D'accord, merci. C'est bon pour vous, Monsieur Mbaya, vous avez eu les réponses à vos questions? Oui, c'est correct. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai une dernière question pour vous. Parce que dans vos propos, je vous ai entendu dire que le boisement ou le reboisement doit être réalisé par les acteurs locaux. Ma majorité des femmes, c'est ce qui m'a semblé entendre dans une soi-disant logique d'écoféminisme. Pourquoi la majeure partie des femmes? Est-ce que la déforestation ne nécessite pas d'impliquer autant d'hommes que de femmes? Voilà un peu ma question, parce que je n'ai pas trop compris cette partie du propos. Merci, Madame Mamoua, pour cette question pertinente. En fait, j'ai parlé de l'implication de femmes dans selon une perspective écoféministe. Moi, je pensais que, j'ai donné les chiffres, hein, j'ai dit que les femmes représentent au niveau du bassin du Congo plus de 51% de la population. Alors, avec le système traditionnel, le droit coutumier que nous avons au niveau de l'Afrique centrale, particulièrement la République démocratique du Congo, c'est que les femmes sont marginalisées en matière d'accès à la forêt, en matière d'accès aux terres agricoles et autres, et qu'avec les mécanismes de gestion durable des forêts qui viennent s'implanter dans les villages, les femmes ne sont pas très bien impliquées, et sur notamment les initiatives de restauration et de reboisement. C'est les hommes qui sont en première position parce qu'il y a des mesures incitatives, il y a de l'argent dedans, il y a des financements qui arrivent, et les femmes ne se retrouvent pas. Alors, si prenons l'exemple que j'ai donné, plus de 50% des femmes sont marginalisées dans le processus et des initiatives de lutte contre la déforestation. Et
nous pouvons facilement conclure que il y aura un problème de protection des forêts. Alors, j'ai utilisé la perspective écoféministe parce que je considère que la femme est plus proche de la forêt que l'homme. Mais l'homme a plus d'accès à la forêt, plus d'accès aux initiatives et aux mécanismes. Alors, en utilisant la perspective écoféministe, c'est que la femme pourra mieux se comporter dans les initiatives de restauration des forêts par rapport aux hommes, parce qu'elle est plus proche de la forêt, elle fait les champs, elle va couper le bois, elle va chercher les chenilles, elle va chercher les champignons, tout ça. Et c'est un peu cette perspective-là que j'essaie de mettre en danse. Et je pense que si on associe les femmes, s'il y a des mécanismes qui valorisent le savoir traditionnel des femmes au niveau du bassin du Congo, on peut quand même arriver à augmenter quelque chose, à améliorer les conditions de restauration et de reboisement pour lutter contre les changements climatiques et renforcer le rôle des forêts. Et voilà. Je ne sais pas si à ce niveau, Madame Amoua, vous êtes d'accord. Oui, oui, je comprends bien votre logique et votre raisonnement. D'accord. Merci pour ces éclaircissements. Merci, je vous fais merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui veulent être posées. Merci à tous d'avoir pris part à cet échange. Merci à tous et toutes pour vos contributions.